Si tout le monde est là, on va commencer. Est-ce que tout le monde est là? Oui, il semblerait, parce que vous êtes venus très, très nombreux. Donc c'est formidable. Je pense que pour les organisateurs, c'est vraiment une très belle nouvelle. Aujourd'hui, il y a 2 endroits qui parlent d'environnement en France, que 2. C'est à l'UNESCO, à Paris, puisque c'est l'Université de la Terre. Et puis ici, à Effre, pour cette journée sur les pesticides et la santé, constats et alternatives, à l'espace Tartana. C'est pas rien. Donc je vous souhaite la bienvenue, et je vous souhaite la bienvenue au nom des 3 associations qui se sont rassemblées pour organiser cette série de conférences et de tables rondes. Donc il y a l'API, qui est l'association de protection et d'information et d'études de l'eau et de son environnement. Ce sont des associations que vous connaissez sans doute. Il y a Biodiversité, Balanin et Torchepeau, qui fait la promotion de la biodiversité locale, et la MPL, qui est Alerte Médecins sur les pesticides. Donc on entendra au cours de l'après-midi un certain nombre de représentants. Donc le message que m'a confié les associations quand on s'est rencontrés cette semaine, leur message, et ce message essentiel qu'elles voulaient vous délivrer, c'est que si la Terre va bien, l'homme va bien. Donc je le fais maintenant, comme ça ce sera fait. Alors nos destins sont liés, environnement, hommes et animaux, et je pense qu'on en a tous la certitude, on en a tous conscience, mais de là à ce que ça rentre dans les faits, c'est une autre histoire. Donc elles ont souhaité, ces 3 associations, croiser leurs regards, puisqu'elles ont chacune donc leur propre domaine. Elles ont souhaité aussi croiser les regards des intervenants et les vôtres, puisque vous pourrez aussi vous exprimer, intervenir au moment des tables rondes. Voilà, donc c'est une après-midi consacrée aux regards croisés. Cette réalité, donc, de quoi s'agit-il? C'est d'abord un constat. Les pesticides, les herbicides et les insecticides sont largement diffusés dans notre environnement. Alors on va y revenir, mais avant, je voudrais vous présenter un petit peu le programme de la journée, parce qu'on va être un moment ensemble et il y a plein de choses intéressantes qui vont se passer. Donc on va avoir d'abord 2 séries de conférences, suivies chacune d'une table ronde. Donc la première sur les pesticides dans notre environnement et les conséquences sur la santé. La seconde sur les alternatives aux pesticides. Et entre les deux, on aura une pause musicale avec Livio Jamais. On l'a vu tout à l'heure avec son accordéon qui se préparait. Et puis vous pourrez aussi aller retrouver, enfin vous resterez un petit peu de l'autre côté, et puis de découvrir les livres, la bibliothèque de la librairie idéale qui vous a apporté donc tout un tas de livres intéressants, dont certains les auteurs sont ici avec nous aujourd'hui. Dans un deuxième temps, il y aura un buffet bio en fin de soirée, donc vous pourrez rester ici si vous le souhaitez. Et puis à 21h, il y aura la diffusion du film Les Moissons du futur de Marie-Monique Robin, que vous connaissez bien à Effre parce qu'elle était déjà venue plusieurs fois ici. Voilà, donc là je vous propose de commencer. Christian va être le gardien du temps là-bas, il va nous prévenir. Donc on va avoir 3 conférences d'une vingtaine de minutes chacune. Donc on accueille et on peut applaudir Sylvie Noni, qui est l'historienne des sciences et qui va nous parler des pesticides, leur histoire, leur utilisation et la législation qui les encadre. Ensuite, on aura Giovanni Prête, qui est sociologue, maître de conférence à Paris 13, qui est l'auteur de l'agriculture empoisonnée, et il nous parlera de mobilisation des victimes exposées aux pesticides, agriculteurs et riverains. Et puis nous aurons un duo ensuite pour cette première série de conférences, Pierre-Michel Perrineau et Louis-Adrien Delarue, qui sont médecins et qui représentent Alerte Médecins sur les pesticides. Voilà, donc Sylvie Noni. Donc, je suis effectivement Sylvie Noni, je suis à la fois historienne des sciences, comme c'était indiqué sur le programme, un petit peu chimiste.
ex-prof de chimie, et puis aussi militante dans une association contre les pesticides, qui elle-même fait partie d'une coalition qui s'appelle Secret Toxique, et dont je vous dirai 2 mots. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire dans une conférence qui parle de pesticides et de santé? Bon, je vais laisser soigneusement mes camarades de ma gauche parler des questions de santé, de maladies professionnelles. Ils en parlent beaucoup mieux que moi. Et moi, je vais parler un petit peu de la chimie, un petit peu de son histoire, un petit peu de la réglementation, parce qu'en 20 minutes, je ne serai pas exhaustive sur tous ces sujets, bien sûr. Alors, pour une chimiste, eh bien, au risque de heurter tout le monde ici, je vais vous dire, la chimie, c'est fantastique. C'est vraiment fantastique. Songez au bon conceptuel qu'on a fait depuis Lavoisier, hein. Rien ne se crée, rien ne se perd. Tout le monde a entendu parler de la chanson. Et puis, surtout, depuis le 19e siècle, la chimie, c'est devenu la chimie de synthèse, là, ce qu'on appelle la synthèse organique. Bon, alors là, j'espère ne pas vous faire peur avec ces affreuses formules moléculaires, mais donc tout ça, ça symbolise la synthèse organique, celle qui a permis de faire au 19e siècle la synthèse des colorants, qui était beaucoup trop coûteux d'aller extraire de la nature, ou bien ensuite la synthèse tout simplement des médicaments. Et si je dis que la chimie c'est fantastique, c'est ce soir, après 4 heures de conférence, vous serez bien content d'aller trouver un Doliprane dans la boîte à pharmacie. Voilà. Donc la chimie, c'est de gros progrès pour l'humanité. Par exemple, la chimie de synthèse, elle a réussi à faire des choses comme la synthèse à l'identique de trucs qu'on trouve dans la nature. Par exemple, je vais prendre l'acide pélargonique. C'est l'acide que l'on peut extraire du géranium. Alors si vous voulez extraire de l'acide de géranium pour en avoir des quantités suffisantes, il va falloir aller rafler tous les pots de géranium des grands-mères de Niort, et il va falloir beaucoup d'énergie pour presser tout ça et en extraire l'acide pélargonique. Avec la chimie de synthèse, un petit peu d'ingrédients dont je vais parler ensuite, on peut faire la synthèse de cette molécule exactement identique à la molécule naturelle. Elle n'a aucune différence. Pourquoi je vous parle de cet acide pélargonique? C'est qu'il est utilisé comme substance active d'un produit, par exemple celui-ci, le Roundup Speed Evergreen. Je fais de la publicité pour Bayer. C'est un désherbant de jardin qui a le magnifique qualificatif d'être un produit de biocontrôle. Pourquoi on peut l'appeler produit de biocontrôle? C'est parce que sa substance active est d'origine naturelle. Alors vous allez me dire, c'est un peu vague. Vous avez raison, parce qu'il y a des choses d'origine naturelle qui sont absolument dégueulasses. Et il y a des choses d'origine chimique qui sont parfois plus propres. Mais donc là, l'acide pélargonique confère le nom de biocontrôle. Et comme c'est un produit de biocontrôle, il peut continuer d'être vendu dans vos jardineries, contrairement aux autres pesticides qui maintenant sont désormais interdits à la vente au public, grâce à la loi Labbé. Et donc, alors la première indication qui peut mettre la puce à l'oreille, c'est que cet acide pélargonique, qui est la substance qui doit donner sa qualité d'herbicide à ce produit, eh bien, il n'y en a que 43 grammes, à peine 50 grammes, dans un bidon d'1 litre. Mais diable, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est vraiment la question. Qu'est-ce qu'il y a dans les 950 grammes, ou même plus, restants? Ça fait quand même pas mal. Eh bien, c'est pas écrit sur l'étiquette. Alors, comme c'est pas écrit sur l'étiquette, on a un camarade de notre campagne Secret Toxique, le professeur Gilles-Éric Serralini, qui a fait des analyses par chromatographie. On peut trouver tout ce qu'il y a comme substance dans un bidon. Alors, il faut savoir qu'en plus d'une ou de plusieurs substances actives, dans un bidon de pesticides, il y a aussi ce qu'on appelle des coformulants. Alors, ce sont des produits qui le rendent plus stable sur les feuilles, qui le rendent mouillant, on dit par exemple. D'autres qui sont des synergisants, qui boostent, on ne sait pas trop comment, la molécule. Et puis, il y a aussi des impuretés, mais ces 3 catégories sont réglementées et doivent satisfaire à des critères de transparence et des études de toxicité à long terme. Et qu'est-ce qu'a trouvé le professeur Gilles-Éric Serralini en analysant? Alors c'est un peu touffu, hein, mais ne regardez pas les détails. Ici, le produit dont je vous parle, c'est le I. Eh bien, donc parce qu'il a fait 14 produits de biocontrôle en même temps, comme ça. Et celui que je vous présentais tout à l'heure, eh bien dedans, on trouve de l'arsenic, on trouve des métaux lourds, on trouve des hydrocarbures aromatiques polycycliques, c'est-à-dire c'est des molécules
comme ces petits hexagones, là. Chaque coin des hexagones a un atome de carbone au sommet. Et donc tous ces hexagones accolés, c'est ce qu'on appelle des HAP. Et les 4 qui sont surlignés en vert, eh bien, on les trouve dans le Roundup Evergreen, pourtant très green. Alors vous voyez que le côté green, effectivement, commence à affaiblir déjà. Et le professeur Serralini pense que, en fait, son hypothèse, c'est que tout simplement, on a rajouté au bidon des résidus de l'industrie pétrolière, des fonds de cuve de l'industrie pétrolière, parce qu'il y a tellement de molécules différentes qu'il n'y a pas beaucoup d'autres explications. En fait, c'est un retour aux sources, puisque le pétrole, depuis qu'on l'a découvert, on s'en est bien sûr aussi intéressé pour faire de l'énergie, mais aussi, on s'est rendu compte, il y a eu une première expérience en 1865, un peu drôle, en Californie. On a aspergé des plantes, je ne sais plus exactement quelles plantes, qui avaient des cochenilles, et avec du pétrole, les cochenilles étaient bien rétamées. Bon, la plante, je ne sais pas ce qu'il en restait, mais les cochenilles, elles, étaient bien rétamées. Dans les années 1910-1920, on s'est rendu compte que c'était ces hydrocarbures aromatiques polycycliques contenus dans le pétrole qui étaient les plus actifs, en fait, qui étaient les substances biocides. Alors, au début du XXe siècle, on était encore à des pesticides d'origine minérale. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient sympas et non toxiques. Hein. Par exemple, la bouillie bordelaise, qui contient du sulfate de cuivre, quand on en mettait 50 kg de cuivre par hectare sur le sol, ça, c'était une sacrée pollution. De nos jours, c'est réglementé, on ne peut pas dépasser 4 kg de cuivre par hectare, et c'est encore beaucoup, puisque le cuivre est un métal lourd. Mais ce n'est pas un produit, effectivement, répertorié comme cancérigène. Un autre produit que j'ai mis ici, qui est franchement dégueulasse, l'arsenite de soude ou l'arsenite de sodium, a longtemps été utilisé chez nous en Gironde pour tuer l'esca, c'est une maladie de la vigne, un insecte, et beaucoup de gens en sont morts de ce produit. Le papa de Valérie Murat, dont vous avez peut-être entendu le combat, est mort de ça. Et on continue de trouver dans les eaux de surface en Gironde énormément d'arsenic qui vient de l'utilisation abondante de ce produit. Et puis, dans les années 30, 40, 60, eh bien, l'industrie pétrolière et l'industrie chimique se sont associées pour faire des bien plus jolies molécules que des grosses bouses de pétrole. Et là, on s'est mis à fabriquer des trucs tout à fait élaborés. Et même, on les a fabriqués pour qu'ils résistent bien aux intempéries, qu'ils résistent bien et qu'ils tuent bien les insectes, comme le DDT, qui a tellement tué d'insectes que Rachel Carson a pu écrire un bouquin en 62, Le printemps silencieux. Il n'en entendait plus les oiseaux parce qu'il n'y avait plus d'insectes. Elle faisait partie, cette molécule, des organochlorés. Elle a été interdite depuis les années 70, un peu partout en Europe. Une autre molécule organochlorée célèbre, c'est le lindane, qui est interdit dans l'agriculture depuis 1998, interdit depuis 2006 dans le traitement du bois, parce que la SNCF l'a longtemps utilisé pour traiter ses traverses, mais que l'on continue de trouver en permanence dans la nature, comme on va le voir tout à l'heure. Ces deux produits, d'ailleurs, sont cancérogènes. Là où le chlordécone est aussi un organochloré, je vais en parler plus en détail tout à l'heure, et le chlorpyriphosméthyle, qui a été vendu par Dow Chemical pendant 50 ans, est un produit particulièrement, un organophosphoré, lui, parce qu'il a un atome de phosphore, ici, P, et donc particulièrement dangereux, lui aussi. On en parlera plus en détail. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces pesticides, ils ne restent pas sachement sur les cultures. Il y en a une partie déjà qui se volatilise dans l'air pendant l'application, les dérives de pulvérisation. Et puis il y en a une partie qui se volatilise, elle se pose sur les plantes, mais elle se revolatilise ensuite. Et enfin, il y en a une partie qui se pose sur le sol, mais qui est emportée par la suite par le vent, avec des particules de terre, de sable. Et puis il y a toute la partie qui part dans la terre, avec l'eau d'infiltration. Alors tout dépend si les molécules sont très volatiles dans l'air, elles partent dans l'air de façon primordiale. Si elles sont plus solubles dans l'eau, ça va être plutôt dans les sols qu'on va les retrouver. Aujourd'hui, en France, 98% des sols sont pollués par au moins un pesticide. Et même dans les forêts ou au cœur des forêts, on trouve dans les sols des molécules de pesticides. Alors, dans la région Nouvelle-Aquitaine, notre agence Atmo fait régulièrement des analyses, pose des capteurs. Vous voyez, elle en pose 6 par an. Dommage, elle n'a pas beaucoup d'argent, cette agence, parce que la pose d'un capteur, ça nécessite un sacré financement. Bon.
À Bordeaux, on a de la chance, on en a un permanent. Lui, il est dans le jardin botanique de Bordeaux, à 10 km de toute zone agricole. Il mesure des pesticides tous les ans. Et les autres sont placés à des endroits, soit où il y a problème, où on voit qu'il y a abus dans la consommation de pesticides, ou bien où il y a eu des organismes qui se sont un peu inquiétés de la qualité de l'air. Qu'est-ce qu'on trouve dans l'air de la région? Je vous le disais tout à l'heure, la première molécule, d'ailleurs indépendamment de la région, dans tous les sites, c'est le lindane. Je dis, depuis 2006, il n'y a plus la moindre utilisation du lindane. 20 ans après, on en a encore partout. Et on en a pour des siècles et des siècles. C'est une molécule rémanente. Puis on trouve toute la joyeuseté des molécules dont on va peut-être parler tout à l'heure avec les victimes des pesticides, ceux qui sont utilisés dans les grandes cultures, le métolachlore, le prosulfocarbe. On trouve aussi le folpel, nous on en a beaucoup chez nous, cancérigène, perturbateur endocrinien, que l'on respire à longueur d'année. Donc voilà la liste des molécules qui sont recherchées et trouvées. Attention, il faut que les gens de l'ATMO, ils aient des indices et ils aient des mesures, des protocoles pour pouvoir détecter les pesticides. Ils ne peuvent pas tous les détecter. Et dans les eaux de surface, eh bien, là, c'est l'agence régionale de la biodiversité qui fait un très bon travail et qui est en ligne. Je vous dis, bon, malheureusement pas assez rafraîchi régulièrement, mais qui fait quand même des enquêtes lourdes sur la présence ici, c'est la pression en nitrates et en pesticides. Les nitrates, c'est en marron. Les pesticides, c'est en rose dans la région. Donc vous voyez qu'on est bien, selon les types de cultures, on est bien servi. Et puis il y a ici les molécules qui sont les principales molécules retrouvées. C'est donc la fréquence, le nombre de fois on les retrouve. Donc il y a le métolachlore, donc qui est utilisé sur les grandes cultures, c'est la première que l'on retrouve. Et il y a l'AMPA. L'AMPA, c'est ce qu'on appelle un métabolite du glyphosate. Ça, je vous ai mis en bas. Ces molécules, certaines se dégradent dans l'environnement, sous l'effet de la température, de la chaleur, de la pluie. Et donc ici, l'AMPA, c'est une abréviation, AMPA, donc c'est le principal métabolite du glyphosate. Voilà. Un autre que l'on retrouve, qui est interdit, une molécule qui est interdite depuis plus de 20 ans, c'est l'atrazine, qui est reprotoxique, perturbatrice endocrinienne et qui continue de faire du dégât parce qu'on continue de la retrouver dans les eaux potables. Je vais laisser la deuxième table ronde, mon camarade Jean-Claude, parler de ce qu'on trouve dans les eaux potables. Alors, je vous signale une carte très intéressante faite par l'association Génération Future, qui est membre de Secret Toxique d'ailleurs. Et ici, j'ai cliqué sur le département de Sèvres. On voit donc qu'il s'est acheté 675 tonnes de pesticides en Deux-Sèvres en 2022, cette carte. Et le top des substances, prosulfocarbe, glyphosate, pendiméthaline, aclonifène et chlortoluron. Vous êtes petits joueurs en Deux-Sèvres parce que nous, en Gironde, on est sur le podium. On est très fiers, encore une fois. On est à 3300 tonnes. Voilà. Accrochez-vous pour nous battre. Dans la région, j'ai cliqué sur parce qu'on peut aussi chercher par code postal. J'ai trouvé un code postal qui est pas mal quand même. C'est 1630. C'est celui de Segonzac en Charente, qui est au top, lui aussi, dans son petit coin, avec phosphate-aluminium, phosphate de potassium, folpel, soufre. Bon. Et donc là, c'est une région du Cognacé. Alors, depuis qu'on s'est rendu compte que les molécules pouvaient être rémanentes, on s'est un peu affolé. On a essayé de faire des molécules un petit peu moins solides. Par exemple, on a essayé de chercher dans la famille des pyrétrinoïdes. Là, j'en vous présente un exemple de pyrétrinoïde, c'est la cypermétrine. Bon, cette molécule, elle a l'avantage, elle, sous l'effet du soleil, dans l'atmosphère, elle se décompose, un truc pas trop dégueulasse. Bon, ça va. Le seul petit problème, c'est que pour la booster, on utilise un synergisant qui s'appelle le PBO. Et ce PBO, il est tellement synergisant, et alors il est synergisant, donc il n'est pas sur l'étiquette du bidon, il n'est pas substance active, ses effets à long terme ne sont pas étudiés, c'est dommage parce qu'il est suspecté par l'OMS d'être cancérigène. Et donc, on n'en tient pas compte, mais pourtant on en met dans certains bidons dans des proportions de 9 pour 1. 90% de la solution, c'est du PBO. Vous avez peut-être entendu récemment, 60 millions de consommateurs a sorti une enquête. Dans tous les croissants industriels, ils ont retrouvé massivement du PBO. Il y a une chercheuse en Gironde, à l'INRAE, qui étudie ce qu'elle trouve comme molécules dans les frelons qui ont bouffé des abeilles, qui elles-mêmes ont bouffé des pesticides. Et qu'est-ce qu'elle trouve dans les frelons? Majoritairement, ultra majoritairement, du PBO. Voilà.
Donc voilà un des problèmes, ces molécules qui ne sont pas déclarées substances actives et qui passent dans les trous de la raquette. Alors je voulais vous parler quand même, je vous disais qu'on a cherché des molécules moins stables, mais quand même, dans le même temps, on a continué des molécules, les championnes de la stabilité, indestructibles, les fameux PFAS. Et donc le premier qui est vendu en France, 900 tonnes en 2023, qui ont été vendues, c'est le fluphénacet, donc, qui est PFAS, perturbateur endocrinien, cancérogène. Et alors, donc, ce matin, j'ai été obligé de rajouter une information qui est tombée donc, hier soir. Le fluphénacet a été interdit par l'agence européenne, l'EFSA, hier, 14 mars. Il faut dire qu'il y a encore 15 jours, il y avait 50 députés européens qui ont fait donc une démarche pour obtenir la suppression de ce fluphénacet. Il y en a d'autres produits comme le flutelanil, le fluopyram qui mériterait la même interdiction. Pour l'instant, elle ne l'est pas encore. Mais au moins, vous voyez, les députés européens, ça sert à quelque chose quand ça fait son boulot. Et voilà. Ici, je vous en ai mis un autre qui est PFAS, qui est un insecticide néonicotinoïde, c'est-à-dire qui perturbe le système nerveux des insectes, notamment des abeilles, qui ne retrouvent plus leur ruche. Et il est cancérogène, il a tout pour plaire, celui-là aussi, alors il n'est pas interdit, et je vais vous en reparler tout à l'heure. Mais alors, question, qui est-ce qui autorise la diffusion dans notre environnement de telles cochonneries? Parce que là, j'ai beau être sympa avec la chimie, il y a des moments, non, ça va plus, parce qu'on n'a pas le droit de mettre des trucs comme ça dans la nature. J'ai pris un exemple d'hier, l'ancien temps. Hier, c'était le chlordécone. Et bon, il est mis sur le marché en 72. Il y avait à l'époque, il n'y avait pas d'ANSES, il y avait un comité des toxiques qui avait donné un avis négatif. Ça fait rien, on le met quand même. 75, il y a un énorme accident dans une usine qui fabrique ce produit aux USA, à Hopewell. Des ouvriers qui tombent malades, certains sont morts. Les États-Unis interdisent le produit. Nous, on continue. 81, on l'homologue même, on lui donne une autorisation officielle. Alors, entre-temps, qui c'est qui avait donné l'autorisation? C'était le ministre de l'Agriculture, Jacques Chirac, qui avait fait une bonne œuvre et qui avait autorisé ce produit, alors qu'il n'avait pas exactement les compétences pour savoir les dégâts que ça ferait dans la nature. Et le retrait de l'autorisation de mise sur le marché ne date que de 90, avec une dérogation pour aller jusqu'en 95 et écouler les stocks et continuer d'empoisonner tous les Antillais, puisque ce produit sert à tuer le charançon qui se met dans les bananeraies. Et donc, les Antilles sont polluées, on dit aujourd'hui, pour 7 siècles, parce qu'on ne s'est pas dépollué cette affaire-là. Et il y a, vous savez, une épidémie de cancer de la prostate et de maladies diverses qui est absolument effrayante. Aujourd'hui, on pourrait dire c'est beaucoup mieux, parce qu'on a l'agence européenne qui doit autoriser les substances actives lorsqu'il y a eu des études à long terme faites sur leur toxicité, leur cancérogénocité. Le problème, c'est les fabricants qui les font. Ce n'est pas des scientifiques indépendants. Et puis, je vous ai dit, les autres problèmes, c'est tout ce qui n'est pas mis sur l'étiquette et dont la toxicité n'est pas étudiée. Et ce sont les agences nationales, qui, comme l'ANSES en France, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui font les autorisations pour les autres préparations commerciales. Et demain, je vous ai mis demain, parce que demain, il y en a qui trouvaient déjà que ça allait trop loin, même si l'ANSES est bien bridé dans ses actions et rencontre beaucoup de difficultés pour faire un vrai travail scientifique. Eh bien, une proposition de loi va passer à l'Assemblée dans la première semaine d'avril, à partir du 7 avril, la loi du plomb, qui va bien nous plomber, vous allez voir, parce qu'entre autres joyeusetés, elle propose de contourner les avis de l'ANSES avec un conseil d'orientation de l'agriculture qui va donner un avis préalable à l'ANSES pour éviter que l'ANSES n'interdise des molécules pour lesquelles il n'y aurait pas de solution de remplacement, par exemple. Bon. Alors nous, Secret Toxique, notre association, je vous en dis 2 mots, elle s'est constituée justement sur tous ces problèmes liés à l'homologation des produits. On n'est pas contre la chimie, au contraire, on est pour que la science soit à la manœuvre. Et on a, à la suite de l'étude de Gilles Rixaralini sur les produits de biocontrôle, qui aurait dû entraîner immédiatement l'interdiction de ces 14 produits de biocontrôle, eh bien, il n'y a rien eu. Et au contraire, donc nous, on a déposé une plainte pour fraude contre X, fraude à l'étiquetage, mise en danger de la vie d'autrui, atteinte à l'environnement. Il y a maintenant plus de 80 associations dans cette coalition toxique qui continuent d'avoir des démarches et d'intenter des procès.
Une autre lutte qui nous a bien aidés dans ce combat, c'est une lutte menée par les faucheurs volontaires. Je ne rentre pas dans les détails. Dans l'Ariège, hein, donc ils ont peinturluré des étiquettes de bidons de pesticides. Et ils ont plaidé l'état de nécessité en disant, voilà, on a fait ça devant les gendarmes. Ils ont fait exprès de se faire arrêter par les gendarmes, parce que ça ne se fait pas d'aller peinturlurer les choses dans les supermarchés. Et donc, ils ont dit, voilà, on ne sait pas ce qu'il y a. Là, les étiquettes sont complètement opaques. On les a peintes en blanc pour démontrer ça. Et le tribunal de Foix a demandé à la Cour de justice européenne de l'éclairer sur le sujet. Cour de justice européenne qui a répondu que nous avions bien raison. Il incombe aux autorités compétentes, lors de l'examen d'une autorisation de mise sur le marché, de vérifier les éléments présentés par le demandeur, les essais, les analyses, les études, et de vérifier que c'est suffisant pour écarter tout risque que ce produit soit cancérigène ou toxique. Enfin, je vais citer une autre victoire récente qui est celle de l'Union des apiculteurs, l'UNAF, qui a lancé toute une procédure pour faire interdire 2 produits de préparation commerciale transformés Closer qui contiennent le sulfoxaflore dont j'ai parlé tout à l'heure. Ces 2 produits avaient été autorisés par l'ANSES en 2017. L'UNAF a porté la plainte auprès du tribunal de Nice. Il y a eu des épisodes judiciaires. Tout un feuilleton contre l'entreprise Corteva qui a essayé d'empêcher cette interdiction, mais décision toute récente donc, de la Cour d'appel administrative de Marseille qui rappelle que le ministre de l'Agriculture doit vérifier l'innocuité, l'efficacité, la sélectivité des produits et que l'évaluation des produits doit se faire dans des conditions naturelles et dans des conditions d'utilisation qui sont proposées. Donc voilà, et ce sera ma conclusion. Nous ne voulons plus de secrets toxiques. Les pesticides, tant qu'ils existent, doivent être évalués dans leur formulation. La cancérogénicité, la génotoxicité de la substance active et des coformulants doit être étudiée à long terme. Les évaluations doivent être faites par des scientifiques indépendants. Nous ne voulons plus servir de cobaye à l'évaluation de l'effet cocktail, puisque tant que l'effet cocktail n'est pas analysé dans les laboratoires, c'est nous qui trinquons. Donc, j'en finis, puis je m'étrangle. Nous ne sommes donc pas contre la chimie, mais contre tous les profits scandaleux qui sont faits à coup de mensonges avec cette chimie-là. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de parler devant une assemblée si nombreuse. Voilà, je suis très content qu'il y ait autant de monde. Donc je vais vous présenter mon travail de recherche. Moi je suis sociologue, je travaille à l'Université Sorbonne Paris-Nord et ça fait à peu près une quinzaine d'années que je travaille sur la question des pesticides. Et je me suis pas mal intéressé aux enjeux politiques, aux mobilisations qu'il y a pour dénoncer la dangerosité et les risques liés à l'utilisation des pesticides. Et je l'ai fait en m'intéressant à plusieurs types de mobilisations qui ont vu le jour en France ces 15 dernières années. D'une part, la mobilisation des agriculteurs victimes des pesticides, qui sont les personnes les plus fortement exposées, ceux qui utilisent directement les pesticides dans leur activité professionnelle. J'ai enquêté là-dessus avec un collègue qui s'appelle Jean-Noël Jouzel, qui ne peut pas être là, et on a publié un livre ensemble qui est ici et que vous pouvez trouver à l'entrée à la librairie qui est venue. N'hésitez pas à acheter des exemplaires, ça encouragera mon éditeur à publier les prochains livres qui vont venir. On a travaillé, j'ai travaillé plutôt sur les riverains aussi, les riverains exposés aux pesticides. Et puis actuellement, je vais en dire 2 mots, on a commencé une nouvelle enquête avec Jean-Noël. On travaille sur les enfants malades des pesticides, notamment les enfants malades liés à l'exposition professionnelle de leurs parents. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi on s'intéresse à ce sujet-là. Mais c'est un peu notre nouvelle enquête. On travaille non pas dans des laboratoires. Nous, notre façon de travailler, c'est d'aller voir les gens, d'aller dans les archives aussi, d'aller observer des choses. Et donc, observer, ça veut dire suivre notamment les mobilisations sur le terrain. Là, la petite photo que vous voyez en bas, c'est une photo de Paul François, qui est un agriculteur de la région de Poitiers, qui n'est pas si loin, qui est connu parce qu'il a fait un procès contre Monsanto et il a été pendant longtemps le président d'une association qui s'appelle Phytovictimes, qui s'est créée en
2011. Et là, la photo qui est prise, c'est une des premières actions un peu médiatiques qu'avait fait cette association, où ils avaient fait irruption dans le salon de l'agriculture pour aller perturber le stand de ce qui était alors l'UIPP, l'Union des industries de protection des plantes, qui s'appelle FITEIS aujourd'hui, qui est le lobby en fait des pesticides. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de comprendre ces mobilisations, comprendre les obstacles qu'elles rencontrent, à la fois politiques, mais aussi au niveau plus personnel, pour faire reconnaître des droits qui sont les leurs en tant que victimes des pesticides. Je vais vous présenter ma présentation en 3 temps. D'une part, vous parler un peu de l'histoire des pesticides, même si ça a déjà été fait rapidement, mais je vais aller très vite. Et vous raconter comment, dans le cadre de cette histoire, ce sera le deuxième temps, c'est difficile pour des agriculteurs, en fait, de se mobiliser pour dénoncer la dangerosité et les risques des pesticides sur leur propre santé. Et donc ça, on a essayé de le décrire dans le bouquin. Et puis aussi, dans un troisième temps, j'essaierai d'évoquer comment ces agriculteurs qui sont exposés peuvent aussi faire alliance ou pas avec d'autres victimes qui sont les riverains ou éventuellement leurs enfants. Sur le premier point, je vais aller assez vite. Sylvie a déjà fait un peu d'histoire. Pour comprendre en fait pourquoi on s'intéresse et pourquoi il y a autant de monde aujourd'hui pour s'intéresser aux pesticides et pourquoi en fait ces technologies ont eu autant de succès au cours du XXe siècle. C'est quand même assez court. L'agriculture, c'est plusieurs siècles. Et finalement, la chimie de synthèse comme élément technologique central de l'agriculture, c'est 60 ans à peu près, pas plus que ça. Donc on est vraiment sur un changement technologique qui a été très très vite, qui s'est fait surtout après la Seconde Guerre mondiale et qui a permis d'apporter plein de confort en fait aux sociétés industrialisées, l'augmentation des rendements. Alors c'est pas que les pesticides, hein, mais c'est aussi la mécanisation, la sélection variétale, etc. La sécurisation des récoltes, l'adoucissement des conditions de travail. Et c'est aussi pour tout ça que les pesticides ont été promus et ont été utilisés très largement. Une des choses qui ressort très souvent donc, quand on a fait des entretiens avec des familles d'agriculteurs, c'est des gens qui aujourd'hui nous racontent comment, quand ils étaient enfants, ou sur l'exploitation de leurs parents, quand les pesticides sont arrivés, ça a été vraiment vécu comme un miracle. Je n'ai pas le temps là de vous présenter des vidéos de promotion des pesticides dans les années 20, les années 30 ou les années 60, mais il y a vraiment eu une promotion très forte autour de ces produits. C'est important parce que ça pose la question de la responsabilité, évidemment. C'est-à-dire que ces gens-là ont été très fortement encouragés à les utiliser, alors que ce sont des produits, Sylvie l'a rappelé, qui sont par définition toxiques. On n'utiliserait pas des pesticides s'ils ne tuaient pas quelque chose. Sidérer, c'est tuer. Ils sont toxiques. Et en fait, ce qui est important aussi de savoir, c'est que les autorités françaises, ou c'est la même chose aux États-Unis, c'est la même chose en Angleterre, n'ont jamais nié le fait que c'était toxique. Au contraire, elles ont dit, bien sûr, c'est toxique les pesticides, mais c'est sans risque. C'est la différence entre le danger et le risque. En fait, toute la diffusion des pesticides s'est accompagnée de la mise en place de politiques publiques. En France, une date qui est souvent citée, c'est 1943, par exemple, qui est la création d'un système d'homologation, d'autorisation de mise sur le marché très encadré sur les pesticides. Il y avait déjà des démarches d'autorisation avant sur les arsenicaux, par exemple, dont parlait Sylvie tout à l'heure. Mais il y a une commission des toxiques qui se met en place en 1943 qui dit, en gros, si on les utilise bien, ces produits dangereux, ils sont sans risque, ou en tout cas les risques sont minimes pour la santé, pour l'environnement. Et les savoirs sur lesquels repose cette affirmation que les produits sont sans risque pour la santé ou pour l'environnement, c'est avant tout, et historiquement, et c'est toujours le cas aujourd'hui, des savoirs toxicologiques, c'est-à-dire des savoirs expérimentaux, dans des conditions expérimentales, élaborées à partir de travaux sur des animaux, en fait, c'est des études expérimentales in vivo. Et cette idée du risque maîtrisé, du risque qu'il faut utiliser bien les pesticides, en fait, elle s'est traduite dans l'utilisation des pesticides, la mise en place de l'autorisation de mise sur le marché, mais aussi dans toutes les politiques de prévention. Là, je vous ai mis une image là-haut que vous voyez, qui est une image en fait de promotion de politique de prévention faite par la Mutualité sociale agricole, et qui met beaucoup l'accent sur l'idée qu'il faut bien utiliser les pesticides, qu'il faut se protéger quand on utilise des pesticides, qu'il faut mettre des gants, qu'il faut mettre des combinaisons, qu'il faut mettre des masques. Donc il y a cette idée que si on est un agriculteur responsable, eh ben, on ne prend pas de risques pour soi et pour sa santé. Et puis je parlerai des riverains ensuite. Donc cette idée-là est très forte, et donc elle responsabilise aussi beaucoup les agriculteurs en tant qu'utilisateurs de pesticides.
Le problème, c'est qu'en fait, et je n'ai pas le temps, je pourrais en parler pendant 1 heure, cette idée que les pesticides, c'est dangereux, mais c'est sans risque, c'est une idée qui est très discutable, pour les raisons que vient d'évoquer Sylvie, pour plein d'autres raisons, par exemple parce que les équipements de protection, finalement, ils ne sont pas si efficaces que ça, par exemple. Ils peuvent même renforcer le risque. Et en fait, cette idée que ce safe use paradigme, ce paradigme de l'usage contrôlé, d'un usage possible sans risque, il a commencé à être remis en cause très profondément par d'autres savoirs que les savoirs toxicologiques, les savoirs épidémiologiques. Vous voyez la différence, les savoirs épidémiologiques, c'est des savoirs de plein air, on voit ce qui se passe vraiment dans la vraie vie. Les savoirs toxicologiques, c'est on essaye de prédire ce qui va se passer dans la vraie vie à partir d'études sur des animaux de laboratoire. Et à partir des années 70, 80 aux États-Unis, 90, 2000 en France, de plus en plus de données épidémiologiques se sont accumulées, dont Pierre Michel va parler par la suite, qui ont commencé à montrer qu'en fait, les pesticides qu'on croyait sans risque, ils ne sont pas sans risque parce qu'on observe des surrisques de maladies, un certain nombre de maladies, cancer de la prostate, cancer du sang, troubles neurologiques, pour les personnes qui ont été les plus exposées aux pesticides, notamment les agriculteurs. Ces choses-là se développent, commencent à être publiées, deviennent indéniables dans les années 80, 90, 2000, et on pourrait se dire, s'il y a des données épidémiologiques qui montrent que c'est risqué pour les utilisateurs, il devrait y avoir des interdictions massives de produits, et puis il devrait y avoir une transformation radicale, notamment en termes de réparation des agriculteurs, puisque au début des années 2000, pareil, là je vais assez vite, les agriculteurs, les exploitants agricoles en France, il y a un changement de loi qui fait qu'ils ont une assurance qui leur est offerte obligatoire et automatique pour faire reconnaître leurs maladies liées à leur travail comme des maladies professionnelles, donc des formes de réparation. Donc, ils ont le droit aux maladies professionnelles, à une réparation, à une assurance. Il y a des données qui montrent que les pesticides, en fait, c'est risqué, qu'il y a des surrisques. On pourrait penser que massivement, en fait, plusieurs agriculteurs qui ont des pathologies liées aux pesticides vont être reconnus. Et ce n'est pas du tout ce qui se passe en fait au début des années 2000, ce n'est pas ce qui se passe même jusqu'au début des années 2010, où par an, il y a 4, 5 personnes qui sont reconnues en maladies professionnelles liées aux pesticides. Et en fait, dans le monde agricole, la FNSEA, qui est le syndicat majoritaire, continue à affirmer que les pesticides sont sans risque s'ils sont bien utilisés. La mutualité sociale agricole ne change pas ses campagnes de prévention. Et donc, c'est un peu ça, nous, le point de départ de notre enquête. Donc, toute l'histoire, on la raconte dans le bouquin, mais le point de départ de notre enquête, c'est ça, c'est pourquoi, alors que tout semble réuni pour qu'il y ait une forte politisation, un changement de paradigme, ça ne se fait pas. Et pour répondre à cette question, on s'est intéressé donc à un mouvement qui va émerger en France au début des années 2010, qui est le mouvement Phytovictime. La création de Phytovictime, en fait, je vais dire, le mouvement plus généralement, c'est le mouvement des agriculteurs malades des pesticides qui se mobilisent. La première association qui incarne ce mouvement, c'est cette association qui s'appelle Phytovictime, qui va être créée autour de la figure de Paul François. Aujourd'hui, il y a d'autres associations qui existent, notamment dans la salle à l'entrée, là vous avez pu voir, il y a un stand du collectif des victimes des pesticides de l'Ouest, qui est une association qui accompagne et qui s'est créée autour de la protection et de la défense des exploitants agricoles et des travailleurs, des salariés agricoles victimes des pesticides et qui, plus largement aujourd'hui, défend les victimes des pesticides. Donc, en fait, au début des années 2010, il y a une association qui va se créer derrière Paul François. Et nous, elle va nous intéresser en tant que sociologue, parce qu'on va se dire, tiens, c'est marrant, c'est la première fois que des agriculteurs commencent à prendre la parole, des agriculteurs conventionnels, des agriculteurs qui ne sont pas des bio, qui ne sont pas des gens qui sont dans des petites structures marginales. Non, Paul François, c'est quelqu'un, quand il se mobilise, il a 250 hectares, c'est un céréalier, il est mécanisé, et c'est vrai pour beaucoup d'autres membres de l'association quand ils vont créer cette association. Il se mobilise pour, en tout cas, porter une parole un peu critique sur les pesticides. Et en fait, quand on fait un peu de bibliographie autour de ça, on se dit ça n'est pas arrivé souvent, en tout cas que ça soit très médiatisé, très visible. Et il y a un précédent qui existe, qui est un précédent californien. On a aussi enquêté aux États-Unis, mais là, je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus. Mais la spécificité du cas français par rapport au cas californien et aux mobilisations qu'il y a pu avoir au cas californien qui a eu lieu dans les années 60, autour d'un syndicaliste qui défendait notamment les travailleurs agricoles migrants qui s'appelle César Chavez, qui est très connu là-bas, c'est qu'en France, premièrement, la mise en cause par les agriculteurs des effets sur leur santé des pesticides, elle va porter sur des maladies chroniques et non pas sur des maladies aiguës. Et aux États-Unis, on utilisait des produits qui avaient surtout des effets aigus. Et donc ça pose des problèmes de comment on démontre la causalité entre une substance et une maladie, pour une maladie chronique qui souvent se déclare
longtemps après et qui en plus souvent est multifactoriel, qui peut avoir plusieurs causes. Et puis la deuxième différence, qui à mon avis est très importante d'un point de vue politique, c'est que la France, elle s'est construite, la modernisation agricole française s'est construite autour de la figure de l'exploitant agricole, de l'exploitation agricole familiale, à 2 unités de travail, c'est-à-dire l'idée qu'on va moderniser des fermes qui sont des fermes avant tout familiales, un exploitant, sa conjointe, éventuellement les enfants qui aident, et avec l'idée que l'agriculture, elle doit être construite en France autour de petites entreprises indépendantes. Voilà. C'est en train de changer. Vous avez peut-être lu le bouquin de François Pursec qui parle d'une agriculture sans agriculteurs et des logiques de financiarisation et de concentration à l'œuvre massive qu'il y a en agriculture actuellement. Mais en tout cas, pendant des années 60 jusqu'aux années 2000-2010, principalement, l'agriculture, elle est composée de petites exploitations, petites au sens entre guillemets, mais de petites exploitations familiales et assez peu de salariat. Et ça pose une question morale qui est importante, c'est du coup, ce n'est pas des salariés à qui on a imposé des conditions de travail, les agriculteurs. C'est des gens qui ont décidé d'utiliser des pesticides. En tout cas, on peut leur reprocher ça, d'avoir, en tant que propre patron, d'avoir décidé d'utiliser eux-mêmes des pesticides. Et donc, ça peut créer chez eux une forme de culpabilité, une forme de responsabilité, d'autant plus que ce que j'ai dit jusqu'avant, c'est que quand on fait l'histoire des messages de prévention, ils insistent beaucoup sur la responsabilité des agriculteurs et sur l'idée que si l'agriculteur il travaille bien, eh ben, en fait, son exposition aux pesticides, elle est sans risque. Ce qu'on va observer, je ne vais pas raconter en détail, je le fais de façon très résumée, c'est nous on a suivi en fait des années 2011, on a commencé à enquêter en 2011 au tout début du mouvement jusqu'à aujourd'hui quelque part. On a suivi les parcours médico-administratifs, les parcours politiques de ces agriculteurs qui se sont mobilisés. Et ce qu'on a vu documenté déjà, c'est le faible soutien qu'ils ont pu recevoir de la part des organisations agricoles qui sont censées les défendre. La Mutualité sociale agricole, un premier point, la FNSEA, surtout, qui est la principale organisation agricole, même quand elle perd les élections aux chambres d'agriculture, elle reste la première organisation agricole. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, tout ça pour vous dire que nous, ce qu'on a documenté, c'est que des agriculteurs qui tombent malades, des agriculteurs productivistes, en fait, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils se tournent vers leurs institutions agricoles. Et à l'époque, la FNSEA, par exemple, est dirigée par un agriculteur qui s'appelle Xavier Belin. Et quand il est interrogé à la radio, Xavier Belin, il dit ceux qui sont exposés aux pesticides et qui tombent malades, c'est qu'ils ont mal travaillé, c'est de leur faute. Et donc, ils ne trouvent pas de soutien dans leur monde professionnel. Et donc, ces agriculteurs, progressivement, vont se tourner vers d'autres associations avec lesquelles ils n'ont pas l'habitude de travailler, d'autres acteurs avec lesquels ils n'ont pas l'habitude de travailler. Je vous en fais la liste là, et on documente ça vraiment en détail dans le bouquin. Déjà, leurs familles vont jouer un rôle pour les pousser à se mobiliser, mais surtout, ils vont rencontrer des journalistes. Alors, Marie-Monique Robin, dont on va parler ce soir, Jo, qui a fait le film Severn. Ils vont se tourner vers des militants environnementalistes. L'association Génération Future a joué un rôle important pour structurer les victimes des pesticides. Et puis des avocats, notamment le cabinet Laforgue, qui joue un rôle important, puisque c'est celui qui, notamment, entre autres, travaille avec beaucoup d'associations aujourd'hui, Secret Toxique, Génération Future et d'autres, autour des questions de pesticides, qui vont les encourager en fait, à se mobiliser, à leur dire « mais ce n'est pas vous qui êtes responsable de ce qui vous arrive, vous êtes responsable d'un système et vous êtes responsable de pratiques, notamment de firmes phytosanitaires, qui ont menti sur la composition des produits, on vient de le voir, qui ont aussi essayé de faire vendre leurs produits, de les faire soutenir par les autorités publiques. Et donc, on voit comment progressivement cette mobilisation va prendre, comment elle va être aussi traversée de tensions, notamment autour de la question du passage au bio, parce que ce n'est pas toujours simple pour un agriculteur qui s'est endetté, qui a 200 hectares, qui doit transmettre bientôt son exploitation et qui en plus est malade, de passer au bio. Donc il va y avoir des tensions internes. Et ce qui va faire tenir l'association, c'est la focalisation sur la question de la réparation, à essayer d'obtenir des droits nouveaux, et notamment le succès qu'ils vont obtenir, c'est des succès dans des procès. Paul François va gagner son procès contre Monsanto. Alors il va gagner en justice, il va gagner que 11 000 € à la fin. Mais aussi la création de nouveaux tableaux de maladies professionnelles et la création d'un fonds d'indemnisation des victimes des pesticides qui permet de centraliser les demandes de reconnaissance des maladies professionnelles et qui permet aussi, c'est ça l'intérêt du fonds d'indemnisation des victimes professionnelles des pesticides, de créer un nouveau droit pour les enfants malades des pesticides, enfin les enfants dont on peut suspecter qu'ils ont des maladies qui sont potentiellement liées à l'exposition professionnelle de leurs parents. Alors d'exposition professionnelle en tant qu'agriculteur, mais exposition professionnelle aussi à d'autres titres.
Ça m'amène au dernier point de ma présentation sur lequel je vais aller très vite puisqu'il me reste que 2 minutes et demie. C'est vous dire qu'en fait, là, je vous ai parlé des agriculteurs et nous, on a travaillé beaucoup sur les agriculteurs dans notre bouquin. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les agriculteurs, s'ils sont malades, c'est parce qu'ils sont des sentinelles de l'exposition des autres populations. C'est une expression que je reprends à d'autres sociologues, Annie Tebomoni ou au toxicologue Henri Pézra. La frontière, alors c'est encore plus vrai dans le milieu agricole, mais la frontière entre les champs et les pas-champs, la frontière sur une ferme entre l'espace de travail et l'espace de vie, c'est des frontières qui sont poreuses. Et donc les pesticides, ils circulent. Et quand les agriculteurs tombent malades, on peut supposer que d'autres populations sont exposées. Alors, ça ne veut pas dire que l'alliance entre ces populations ou ces groupes est facile. On le sait peut-être assez peu, mais quand Phytovictime s'est créé au départ, l'idée des gens qui ont poussé pour la création d'une association de victimes des pesticides, c'était de réunir dans une même association les agriculteurs et les riverains, par exemple. Et bien, c'était impossible à faire parce que les riverains pouvaient accuser les agriculteurs de les avoir rendus malades. Et ça créait des tensions trop fortes pour pouvoir militer ensemble. Donc il a fallu au départ, par exemple, séparer les causes pour pouvoir ensuite les faire se réunir. Ça s'est fait progressivement, puisque au cours des années 2010, de plus en plus de mobilisations de riverains ont vu le jour. Alors je fais juste un petit détour historique pour vous dire, je ne vais pas vous parler des mobilisations de riverains, ça c'est l'objet d'un bouquin que je vais bientôt essayer de faire publier. Si on fait l'histoire des mobilisations de riverains, on pourrait avoir l'impression à l'échelle française que c'est des mobilisations qui sont très très récentes et que les luttes sont assez récentes. En fait, moi j'ai fait un petit peu l'histoire de ces mobilisations. Déjà, la première chose que j'en retire, c'est qu'il y a eu par le passé des protections juridiques des riverains plus fortes que celles qui existent aujourd'hui en France. Je vous ai mis là un petit texte de 1953 que vous pouvez trouver au journal officiel, qui prévoyait des bandes de sécurité entre les riverains et les parcelles agricoles de 50 mètres. Obligatoire pour tout traitement fait par machine à moteur, si vous voulez. Aujourd'hui, on est content quand on obtient 20 mètres. Voilà. Donc, en gros, quand on utilisait moins de pesticides, les protections étaient plus importantes, et puis à un moment, les pesticides se sont développés, ont été vendus encore plus, et le législateur, les intérêts agricoles se sont arrangés pour faire en sorte que les distances soient augmentées. Autre chose juste que je voudrais rappeler, il y a des mobilisations qui sont oubliées, c'est-à-dire que les mobilisations qui sont en France, moi ce qui me frappe toujours, c'est qu'on a toujours l'impression qu'elles réinventent quelque chose. Je documente là, dans le livre que je suis en train de finaliser, des mobilisations qui ont eu lieu dans les années 80 en Angleterre. Je vous ai mis un rapport, la Pole of Poisons, qui est un rapport de l'association, la Soil Association, qui est une association de défense des agriculteurs biologiques anglaise, qui, dès 1980, dénonçait le fait qu'on ne prenait pas en compte dans l'évaluation du risque la question de la volatilisation. Et ça, c'est un débat qui est toujours actuellement en train d'être débattu au sein de l'EFSA. C'est assez fascinant, parce que c'est à la fois très désespérant. Je veux dire, moi, je pourrais faire le parallèle avec le réchauffement climatique. Il y a des choses qu'on savait déjà, il y a des choses qui sont déjà documentées. Et en même temps, c'est pour aussi voir la résistance des intérêts agricoles. Donc, il y a des mobilisations de riverains qui se sont mobilisés en France plutôt depuis les années 2010, qui se sont rassemblés et notamment alliés parfois avec des agriculteurs. Elles ont eu lieu plutôt dans des régions de forte utilisation de pesticides, avec des cultures pérennes très utilisatrices comme l'arboriculture, la viticulture. Donc moi j'ai enquêté en Gironde, en Limousin, en Champagne. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est des mobilisations assez visibles, parfois médiatiquement, qui sont assez peu nombreuses. Quand on fait la comparaison entre le nombre d'endroits, par exemple, où il y a des écoles, où il y a eu des gens qui se sont mobilisés, et le nombre d'écoles qui sont effectivement exposées aux pesticides, c'est assez vertigineux. Il y a un collègue qui a fait une carte, il y a plus de 1663 écoles qui sont dans un périmètre où il y a de 100 mètres, où il y a plus de 10 traitements par an. Voilà. Il n'y a pas 1663 écoles où les parents se sont mobilisés et sont inquiets. Donc ça demande, tout ça pour vous dire qu'il y a encore du travail à faire. Voilà. Et je vais m'arrêter. Je ne vous parle pas des enfants, mais par contre, je vais faire un petit appel à témoignage, peut-être. C'est peut-être ça que je vais faire. Donc, l'enquête sur les enfants, c'est une enquête en cours qu'on fait avec Jean-Noël. Et nous, on a la recherche de témoignages de familles dont les parents ont été exposés professionnellement aux pesticides et dont les enfants ont des problèmes de santé. Parce que ce qu'on essaye de faire en ce moment, c'est de documenter les difficultés qu'il y a pour les familles à faire reconnaître ces problèmes de santé comme des problèmes éventuellement liés à des expositions environnementales et aux pesticides.
Il y a un cas qui est assez connu, dont vous avez peut-être entendu parler, c'est le cas de Laure Marivin, qui est une fleuriste qui a perdu sa fille. Donc voilà, nous on l'a rencontrée et en fait, une des choses qui ressort assez fortement, là on a rencontré une vingtaine de familles, c'est la question de la culpabilité pour ses parents. Et elle est d'autant plus forte pour les familles agricoles, hein, parce qu'on retrouve la même idée que les agriculteurs sont responsables de leurs conditions de travail. Donc si vous entendez parler de familles qui sont concernées, pour nous c'est important de pouvoir les rencontrer, de pouvoir documenter ce qui leur arrive, parce que ça peut éviter des arguments qui sont, dans le fonds d'indemnisation des victimes des pesticides, il existe, et il y a peu de familles qui font la demande, donc c'est qu'il n'y a pas de problème, qui est un argument qu'on a entendu à plusieurs reprises. Voilà, je voulais juste finir en disant que les mobilisations sont importantes, qu'on les a étudiées, qu'on voit aussi la complexité. Ce qui ressort de notre travail, c'est qu'il y a des mobilisations, il y a des gens qui sont très mobilisés, mais que finalement, malgré tout, ils ne sont pas toujours très entendus, qu'il y a une forme d'inertie des pouvoirs publics. Hein. L'exemple des riverains le montre, des années 80 jusqu'à aujourd'hui, sur le problème de la volatilisation, et qu'il est important de lutter, mais aussi peut-être de changer nos représentations. Là, je finirai sur cette photo. Là, c'est une photo qu'on a prise dans une famille d'agriculteurs concernés par une maladie pédiatrique, un enfant qui a un cancer, hein, qui a un cancer qui est soigné depuis 1 an, donc il n'est pas complètement soigné. Et ce qui était assez frappant, c'est à quel point dans cette famille qui est séparée, donc c'est la mère qui essaie de faire reconnaître le cancer de son fils, qui est lié à une exposition dans l'exploitation du père aux pesticides, à quel point la présence de l'imaginaire productiviste agricole est présente à l'intérieur de la maison, par les jouets, hein, les tracteurs, par les calendriers qui sont donnés par les fournisseurs de l'agrofourniture. Et donc, ce n'est pas simplement obtenir des nouveaux droits, c'est aussi changer peut-être notre imaginaire de ce que c'est que l'agriculture. Je vous remercie. Alors, on va poursuivre avec Pierre-Michel Perrineau et Louis-Adrien Delarue, donc à 2 voix, 2 médecins de Alerte Médecins sur les pesticides. Et Pierre-Michel en est d'ailleurs le président. Donc, peut-être juste un mot avant de commencer sur la structure pour qu'on puisse savoir d'où vous parlez. Un mot sur... Bonjour, excusez-moi. Merci d'être là un samedi après-midi pour un sujet qui est quand même pas très rigolo. La structure MLP, c'est simple, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, avec Louis-Adrien notamment, et quelques autres médecins à l'époque, on a voulu créer cette association parce qu'on trouvait que le silence, en gros, médical était assourdissant. C'était ça notre principale motivation. Depuis, on a été un peu plus intelligent et on s'est dit, tiens, au fait, dans le monde de la santé, il n'y a pas que des médecins, il y a aussi des infirmières et des sages-femmes. Donc, on a modifié nos statuts pour être une association de professionnels de santé. Voilà. Je crois que c'est Louis-Adrien qui commence. Oui, on aime bien ce petit numéro de duettiste là. Donc moi je suis médecin généraliste sur Angoulême, dans un département dont on a parlé tout à l'heure, puisqu'on a parlé de Segonzac, qui est très impacté par les pesticides, en particulier en raison de la culture de la vigne, avec des choses qu'on observe dans les consultations qui nous alertent, depuis plusieurs années évidemment, mais qui nous alertent de plus en plus et qui sont corroborées par des données scientifiques qu'on a en réalité depuis 60 ans, on en parlait tout à l'heure. Et ça a commencé avec Rachel Carson aux États-Unis. Et puis, nous, ce qu'on voit, c'est que les publications sont de plus en plus nombreuses. Les revues médicales abordent de plus en plus la question des effets sanitaires des pesticides sur la santé humaine, puisque ça concerne nous les médecins. Ou les sages-femmes, etc. Et on se retrouve maintenant avec un vocabulaire qui est de plus en plus fourni et on pourrait maintenant créer un dictionnaire complet de la chimie et d'acronymes, puisqu'on parle de pesticides CMR pour cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques. On parle de polluants organiques persistants, de polluants éternels, de perturbateurs endocriniens. Donc en fait, on a plein de gros mots comme ça qui d'ailleurs tétanisent un peu les soignants, les professionnels de santé qui connaissent pas bien ces questions puisqu'on n'a pas de formation initiale à la faculté de médecine sur le sujet. Ça commence timidement en termes de formation continue. Et donc, du coup, il y a un peu un syndrome de l'imposteur pour les médecins de parler de ces questions-là. Et nous, c'est ce qu'on essaye de changer au sein de l'alerte des médecins sur les pesticides et les perturbateurs endocriniens. Et donc, on est face à cette épidémie de maladies chroniques. Ça, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui le dit. Des maladies chroniques, dont les cancers, et qui n'ont pas grand-chose à voir en réalité avec ce qu'on nous répète en permanence, que sont la génétique, le vieillissement, et forcément des facteurs de risque individuels comme le tabac ou l'alcool. Grande découverte, tout le monde ne fume pas et tout le monde ne boit pas d'alcool à outrance.
Et puis, on a le droit de fumer et de cumuler d'autres facteurs de risque, en particulier les facteurs de risque chimiques, les pesticides par exemple. Et donc nous, on concentre notre action sur les facteurs de risque collectifs et cette contamination chimique généralisée, avec en particulier maintenant des rapports officiels de l'INRAE et de l'INSERM, où vous avez un rapport de l'INSERM sur pesticides et santé de 2021, qui donne des données encore plus probantes que le premier rapport que cet institut avait sorti en 2013, donc 8 ans avant, et dont Pierre Michel va vous parler dans quelques secondes. Et nous, on réaffirme qu'en fait, face à la désinformation et à la politique du mensonge d'industriels relayée par des syndicats, par certains politiques, par notre gouvernement actuel, eh bien, nous opposons un faisceau d'arguments scientifiques, des vérités scientifiques, même si vous aurez toujours, la science est faite de doutes, nous avons ce faisceau-là qui nous permet d'affirmer un certain nombre de choses dont va parler Pierre Michel. Oui, alors je rebondis sur ce que disait Giovanni tout à l'heure. Est-ce que le risque des pesticides est maîtrisé, puisque c'est l'image d'Épinal qu'on nous vend? Et souvent on nous dit, mais vous les médecins, vous prescrivez des substances chimiques en utilisant justement ce fameux rapport bénéfice-risque. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que dans le cas d'un médecin, on va prescrire effectivement un médicament, sachant que si on vous le prescrit, c'est en vertu d'un bénéfice pour vous, pour votre santé, pour une maladie, par exemple le cancer, et en vertu de risques dont on va vous informer et qu'effectivement vous courez en prenant ce médicament. Alors que là, les bénéfices et les risques ne sont pas partagés par les mêmes personnes. C'est juste la remarque que je voulais faire au départ. Donc ce que je vais vous présenter, ce sont les données de l'expertise INSERM. L'INSERM, vous la connaissez, et qu'a fait l'INSERM? Elle a rassemblé des experts de différentes disciplines, grosso modo de l'épidémiologie, c'est-à-dire l'étude de ce qui se passe chez l'homme, par l'étude de cohortes, par exemple, on va suivre des populations pendant un certain nombre d'années, ou bien d'autres types d'études épidémiologiques, peu importe, et des études toxicologiques. Elle va croiser les deux. Les deux ont leur intérêt. L'épidémiologie permet souvent de faire naître des hypothèses plus que des certitudes, et la toxicologie permet, là en simplifiant les conditions expérimentales, eh bien finalement de voir si en effet le mécanisme d'action qu'on observe chez l'homme est reproductible. Donc qu'a fait l'INSERM? Elle a non seulement recherché dans 30 années de littérature épidémiologique, pour l'expertise de 2013, en fait il y a deux expertises INSERM, il y en a une de 2013 et une de 2021, qui est l'actualisation de la précédente. En 2013, elle fait une revue de la littérature mondiale, épidémiologique et toxicologique. Elle croise les deux et elle donne un niveau de preuve à ce qu'elle raconte. En gros, on va peu importe les détails, regarder que les petits carrés rouges, marrons et jaunes. Un rectangle rouge, c'est un niveau de preuve élevé, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'études qui sont en faveur du lien entre l'exposition aux pesticides et telle ou telle maladie. Le rectangle marron, ça veut dire qu'il y a un peu moins de preuves. Et le rectangle jaune, ça veut dire qu'au temps T, où on fait l'expertise, eh bien il y a des signaux, mais on ne peut pas parler de preuves scientifiques. Donc voilà un tableau qui est peut-être un peu difficile à manger, mais je vais vous affolez pas. Vous allez regarder la colonne du milieu, sur laquelle il y a marqué au-dessus 2013. Ça, c'est ce qu'en 2013, l'INSERM sort comme liste de pathologies en lien avec l'exposition aux pesticides. Alors pour un non-problème, c'était déjà un peu questionnant, avec un certain nombre de rectangles en rouge concernant des maladies comme le Parkinson, comme le lymphome non-hodgkinien, c'est une maladie du sang, un cancer du sang, le myélome également, et le cancer de la prostate. Puis on voit qu'il y a des rectangles marrons ou jaunes concernant d'autres pathologies, ça veut dire que là le niveau de preuve est moins fort en 2013. Et en 2021, c'est la colonne de droite, l'INSERM reprend cette expertise et la met à jour. Au passage, une mise à jour, ça aurait pu vouloir dire que finalement, le lymphome, on aurait pu trouver qu'avec 10 ans de recul, il était peut-être pas le lien n'était peut-être pas si fort que ça. Vous remarquerez qu'il n'y a eu aucun retour en arrière. C'est-à-dire que tous les liens mis en évidence en 2013, sauf l'impact sur la fertilité, mais ça n'a pas été réévalué parce qu'il n'y avait pas de nouvelles études, mais aucun des liens n'a été remis en cause. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement,
c'est que des pathologies qui sont considérées comme oui, avec un niveau de preuve moyen, oui, les troubles cognitifs, c'est pas encore terrible, c'est pas encore sûr en 2013. Ben en 2021, les troubles cognitifs, donc, qui sont des troubles de l'attention et l'apostrophe, hein, de la mémoire, donc des troubles que l'on range dans les premières marches de l'Alzheimer. Les troubles cognitifs, ils passent en 2021 comme ayant un niveau de preuve fort avec l'exposition aux pesticides. On le voit aussi que, où est-ce qu'elles sont les tumeurs cérébrales? Elles sont un peu plus bas. Elles sont dans le jaune, les tumeurs cérébrales. En 2013, on estimait qu'il y avait quelques signes d'alerte, mais finalement pas grand-chose. Et grâce à la cohorte Agrican, c'est une cohorte, donc un rassemblement de population, menée sur 12 départements français, je crois bien, qui rassemble donc des agriculteurs, enfin des cotisants à la MSA, donc des agriculteurs et des non-agriculteurs, et qui permet de faire des comparaisons exposées non exposées. Et la cohorte Agrican a considérablement servi à faire progresser la connaissance épidémiologique, pas seulement en France, hein, puisque c'est des données maintenant qui sont partagées au plan mondial. Donc, les tumeurs cérébrales, elles passent d'un niveau de preuve faible à un niveau de preuve moyen. Pourquoi moyen? Parce que c'est la cohorte Agrican et elle seule qui a consolidé ce lien. Donc maintenant, les scientifiques attendent d'autres consolidations de ce lien. Vous voyez que pour les troubles anxio-dépressifs, c'est la même chose. Et en 2021, concernant toujours les professionnels, malheureusement, la liste s'est allongée. C'est-à-dire que ce que vous voyez maintenant sur la diapo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 pathologies, ces liens-là n'étaient pas démontrés en 2013. Or, il n'y en a finalement qu'un seul qui est en jaune clair, qui est l'hypothyroïdie. Tous les autres ont déjà des niveaux de preuve moyens ou forts, ce qui veut dire que les preuves scientifiques sont là. Pour les cancers du rein, cancer de la vessie, un autre type de cancer, les sarcomes des tissus mous et des viscères, et puis des troubles de la santé respiratoire, notamment la bronchite chronique obstructive, qu'on a tendance trop facilement à attribuer au seul tabac. Ça concerne les professionnels, mais ce n'est pas fini. Giovanni vous a parlé des problèmes concernant les enfants exposés du fait de l'exposition de leurs parents. Donc en 2013, l'INSERM s'était déjà intéressé à ce sujet, ça c'est la colonne du milieu, et vous voyez que pour les leucémies et les tumeurs du système nerveux central, il y avait déjà un niveau de preuve élevé, le plus fort, pour montrer qu'il y avait un lien avec l'exposition maternelle pendant la grossesse pour ces deux pathologies. Avec également une troisième pathologie qui était les malformations congénitales. En 2021, ces liens ont été confirmés et a été confirmée également pour les leucémies une exposition pas plus inattendue, parce que quand on réfléchit 2 minutes, c'est assez logique, mais on avait pour l'instant on avait le lien avec l'exposition de la maman, mais on n'avait pas l'exposition avec l'exposition du papa. Alors maintenant, pour les leucémies, ce lien apparaît. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la science, elle trouve que ce qu'elle cherche. C'est-à-dire qu'en 2013, il n'y avait pas d'études pourtant sur l'exposition du père en lien avec l'exposition des enfants. Donc il faut toujours que vous reteniez que ça, ce n'est pas la photo de ce qui se passe. C'est la photo qu'a faite l'INSERM de ce qui se passait. Je ne jette pas la pierre à l'INSERM, mais les scientifiques s'intéressent à certains liens et ils en négligent d'autres. C'est comme ça. La science, ça ne fonctionne pas comme un radar qui serait en train de surveiller les problèmes de santé. Ce n'est pas ça du tout, hein. C'est qu'à des moments, on met le projecteur sur des pathologies qui ont un intérêt soit scientifique, soit qui ne compliquent pas trop la vie des équipes de recherche aussi, il faut bien le dire. Ce qu'il y a aussi de nouveau, c'est qu'en 2013, les liens n'étaient pas établis avec les riverains et avec la population générale. En 2021, par contre, vous voyez que là aussi, la liste s'est considérablement allongée. Le cancer de la prostate est en haut de la pile en ce qui concerne l'exposition en ce qui concerne les problèmes aux Antilles. Alors, aux Antilles, c'est quand même un problème dont on devrait entendre parler pendant des années. 98% de la population est contaminée par le chlordécone. 98% de la population vivant aujourd'hui aux Antilles. Et ce ne sont pas tous des gens qui ont travaillé dans les bananeraies.
Évidemment que non, il y en a très peu encore. Donc ce sont des gens qui sont contaminés par leur alimentation, qui poussent sur des terrains contaminés, ou par l'eau qu'ils boivent, ou surtout par les produits de la pêche qu'ils consomment. Et là, le lien est fait avec le cancer de la prostate, probablement par un mécanisme de perturbation endocrinienne lié au chlordécone. Ce qui explique d'ailleurs, puisque pour les perturbateurs endocriniens, ce n'est pas la dose qui fait le poison, c'est le moment d'exposition. Et c'est peut-être ce qui explique qu'actuellement, bien que les niveaux de contamination aient peut-être rien à voir avec celui des travailleurs exposés dans les bananeraies, eh bien le problème continue. Mais vous voyez que ça concerne d'autres types de pathologies, les cancers du sein, le méningiome, asthme, troubles cognitifs, et puis plusieurs autres, qui sont en fait des pathologies pour lesquelles les professionnels sont déjà concernés. Et puis pour les enfants, alors ce qu'on savait déjà en 2013, c'est que lors d'une exposition pendant la grossesse, il y a ce lien avec les leucémies et les tumeurs du système nerveux central. On le savait lors d'une exposition domestique, c'est-à-dire l'exposition de vous et moi, c'est-à-dire finalement l'utilisation à l'intérieur de nos habitations de produits extrêmement faciles d'accès, comme les pyrétrinoïdes. Vous pouvez faire toutes les petites surfaces du coin, vous allez en trouver en vente libre. Ça s'appelle, si vous regardez en petit, deltamétrine, cypermétrine, on n'en trouve plus beaucoup, mais deltamétrine, on en trouve pas mal. Et là, vous avez un lien estimé fort pour l'INSERM avec les leucémies et les tumeurs du système nerveux central, mais il y aura d'autres liens que je vais vous décrire tout à l'heure. Pour l'exposition résidentielle, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Notre association avait contesté en 2000, je ne sais plus combien, 15, 16, 17, je ne sais plus, un rapport de l'INVS à l'époque, qui, au sujet d'un problème de cluster de cancer en région Gironde. Et bref, on avait obtenu à l'époque que l'INSERM se penche sur la question et évalue le problème. On avait demandé au préalable que, compte tenu du fait qu'il y a un registre national des cancers de l'enfant, ce qui n'existe pas pour l'adulte, on pouvait étendre la zone d'examen et raisonner sur la France entière, du moins sur les zones viticoles de l'ensemble de la France. Et malheureusement, effectivement, l'étude en question a confirmé nos craintes, c'est-à-dire que dans le rayon d'1 kilomètre autour du lieu de résidence d'un enfant, chaque fois que la surface agricole en vigne augmente de 10%, le risque de leucémie de l'enfant augmente également de 5 à 10%. Qu'est-ce qui s'est passé en termes de prévention? Laissez-moi réfléchir, j'ai un trou. Non, j'ai pas de trou, il ne s'est rien passé du tout, évidemment. Le dernier aspect sur lequel je voulais attirer votre attention, ce sont les troubles du neurodéveloppement. Et là, on parle population générale. Exposée pendant la grossesse aux organophosphorés, le lien est fort chez l'enfant avec une altération des capacités motrices, cognitives et sensorielles. C'est un trouble quand même du neurodéveloppement assez sévère. On trouve également, en cas d'exposition résidentielle aux pesticides pendant la grossesse, là que ce soit usage domestique ou proximité, un niveau de lien moyen, donc tout pesticide et ce type de trouble. Pour des troubles du comportement évocateur du trouble du spectre autistique, on trouve un niveau de preuve moyen avec l'exposition pendant la grossesse, encore une fois aux organophosphorés. L'un des organophosphorés, c'est le chlorpyrifos dont a beaucoup parlé Sylvie tout à l'heure, qui a été retiré mais il n'y a pas si longtemps que ça. Et enfin, des troubles du comportement en particulier de type internalisé, c'est-à-dire anxiété, dépression, un niveau de preuve avec l'exposition aux pyrétrinoïdes, ceux dont je vous ai dit tout à l'heure qu'ils étaient en vente dans toutes les petites surfaces autour de chez vous et de chez moi. Ça, donc en quelques mots, donc l'expertise INSERM, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a d'abord attiré l'attention sur les professionnels, ensuite elle attire l'attention sur les riverains, et ce qui manque là-dedans, et ce qui est peut-être impossible à réaliser, c'est de montrer ce qu'il en est pour la population générale. La population générale, elle est exposée à des cocktails de pesticides, à des cocktails de molécules, de pesticides bien sûr, mais de plein d'autres choses. Elle est exposée à faible dose et elle est explosée pendant des années et des années. Et à cette question qui est relativement complexe, les scientifiques ne sont pas prêts de pouvoir répondre, malheureusement. Ce que je voulais dire en deuxième conclusion, c'est que ces données, qui sont quand même importantes,
elles sont doublement ignorées. Elles sont ignorées par les pouvoirs publics français, qui, en prenant des mesures à la con, je dirais, à la suite des manifestations du monde agricole, qui, sur certaines questions posées, étaient tout à fait entendables, là n'est pas la question, ont donné une réponse ahurissante, puisque leur politique consiste à mettre ces données de côté. Et ces données, j'ai dit qu'elles étaient doublement ignorées. Oui, elles sont doublement ignorées, puisque dans le processus d'évaluation des pesticides, l'épidémiologie est complètement marginalisée. C'est-à-dire que je vous défie de me sortir un dossier de mise sur le marché d'un pesticide dans lequel on a pris en compte autrement que marginalement les données épidémiologiques. Pour une raison simple, c'est que ces données, elles concernent l'exposition aux pesticides. Il est difficile dans la vraie vie d'isoler l'exposition à tel pesticide dans le parcours de vie professionnelle d'un agriculteur et dans ce qu'il va utiliser, même au cours d'une saison, puisqu'il va utiliser plusieurs molécules. Je m'arrête. Un mot sur Bionutrinette, peut-être. Ah oui, un mot sur... Oula, pardon, j'en ai oublié un bout. Tu veux le dire, non ou... D'accord. On a encore le temps, un petit peu 2 minutes. Oula. 1 minute pour toi. L'INSERM, elle n'a pas amené que des mauvaises nouvelles. Elle a mis aussi une équipe qui bosse sur les avantages de la bio. Et pour le faire très simple, l'avantage de la bio. Alors l'alimentation, c'est notre principale source de contamination par les pesticides pour la population générale qui ne travaille pas dans les champs. Et cette contamination, elle peut être réduite par l'introduction d'aliments bio dans l'alimentation. OK ? Et deuxièmement, la consommation régulière d'aliments biologiques, alors c'est les gens qui en mangent beaucoup, hein, plus de 70% de leur rapport alimentaire, c'est associé à un risque réduit d'obésité, de diabète de type 2, de cancer du sein post-ménopause et de lymphome non-hodgkinien, des maladies que j'ai pointées tout à l'heure. Vous me direz oui, mais ils mangent différemment des autres, etc., etc. Les statisticiens qui font les études sont bien entendu capables d'isoler ce risque des autres facteurs confondants. Merci. Alors, l'animatrice à côté est gentille, elle m'a dit que j'avais le droit de plus qu'une minute supplémentaire. Bon alors, juste pour résumer le dernier propos de Pierre Michel, ça veut dire que le bio, c'est pas pour les bobos. Parce que ça, on en a marre d'entendre ça, vraiment. Et donc nous, en consultation, on l'affirme en tant que médecin, on le dit, le bio, c'est pas pour les bobos. C'est vraiment important de manger sans pesticides. Le bio, c'est un impératif de vie. J'avais pas fini, hein. Alors, là, moi, j'ai touché d'un mot les perturbateurs endocriniens. Parce qu'en fait, de nombreux pesticides sont des perturbateurs endocriniens. Et en fait, beaucoup de perturbateurs endocriniens ne sont pas des pesticides. Les perturbateurs endocriniens, ce n'est pas une famille chimique à part entière, c'est un mécanisme de modification du système hormonal. Les hormones, ce sont des messagers qui circulent dans notre corps à différents endroits et qui sont produites par des organes comme la thyroïde, le pancréas, les organes génitaux, etc. Et les perturbateurs endocriniens, c'est synonyme de perturbateurs hormonaux, pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Et donc de nombreux pesticides sont des perturbateurs hormonaux. Le système hormonal, il fonctionne avec le système immunitaire et le système neurologique. C'est un système biologique très très finement réglé. Donc quand vous abîmez le système hormonal, il est possible qu'il y ait un effet domino aussi sur le système neurologique et le système immunitaire. Nous sommes contaminés de manière générale, on l'a dit, c'est pas la bonne nouvelle. Les effets sont silencieux, c'est peut-être aussi ça qui fabrique une forme d'inertie collective. On ne les sent pas forcément, on ne les voit pas forcément, et pourtant, ils pénètrent dans votre corps par différents biais, par l'inhalation, par l'ingestion alimentaire, par la peau, par les conjonctives. Il faut savoir que les lentilles de contact font entrer des perturbateurs endocriniens dans notre corps. Ça va passer par les crèmes aussi, et puis on se tartine de crème pendant la grossesse pour éviter les vergetures, par les tétines, les sucettes, les vêtements, le mobilier, les poils en téflon, etc., etc. La caractéristique commune de cette perturbation hormonale, les caractéristiques communes des perturbateurs endocriniens, on a réussi à en identifier plusieurs. Donc d'habitude, on fait cette présentation en 100 diapos. On va vous le résumer en 1 minute. Ce sont des effets non proportionnels à la dose. C'est-à-dire que ce n'est pas la dose qui fait le poison. Donc quand on nous parle des seuils, ah là là, vous inquiétez pas, dans l'eau du robinet ou dans les bouteilles plastiques, on a retrouvé du plastique, c'est pas grave, c'est en dessous des seuils. D'abord, il faut savoir qui définit les seuils et comment. Et ensuite, on sait maintenant
qu'à dose très 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 basse, vous avez des molécules qui sont perturbatrices endocriniennes qui vont créer des effets buff. Et donc on appelle ça des effets non linéaires. C'est-à-dire c'est pas on augmente la dose et du coup la pathologie augmente, c'est à des doses très faibles, ça peut donner des effets très puissants. Et puis ces molécules, elles existent par milliers dans le monde entier. Et donc elles produisent des effets cocktails, qui sont au passage pas du tout étudiés dans les dossiers d'autorisation à la mise sur le marché, et des effets cocktails qui peuvent être synergiques. C'est-à-dire que nous, on a appris en maths 1 plus 1 égale 2, et bien là, ça peut faire 1 plus 1 égale 3. On a des effets cumulatifs. Alors de deux ordres, en fait, on a l'accumulation au cours d'une vie. Donc on a beau jeu de dire que ah bah oui, quand on vieillit, c'est normal d'avoir un cancer, mais on cumule aussi les polluants dans nos graisses, dans les graisses du cerveau, dans les graisses cardiaques, etc. Et puis il y a les effets cumulatifs par la remontée dans la chaîne alimentaire. Les petites crevettes qui mangent le pétrole ou le mazout des bateaux se font manger par des petits poissons, qui sont mangés par des moyens poissons. Et le plus gros poisson en fin de chaîne, c'est qui? C'est nous. On a également des effets différés. C'est-à-dire qu'une petite dose de cocktail de poison que vous récupérez quand vous êtes fœtus va pouvoir donner des maladies 20, 30 ans, 40 ans plus tard. Et puis ça passe à travers les générations. C'est-à-dire qu'on l'a vu par exemple avec un médicament qui s'appelait le Distilben, qu'on a donné aux femmes enceintes dans les années 60 pour éviter qu'elles fassent des fausses couches. Et en fait, les petits-enfants, petits garçons et petites filles de ces femmes enceintes en ont encore des maladies aujourd'hui. Et pourtant, eux-mêmes ne sont pas soumis au Distilben, qui est plus utilisé. Et nous, on parle surtout, pour les effets de perturbation hormonale, de la période de vulnérabilité. On en a marre d'entendre c'est la dose qui fait le poison, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, ça peut agir à très petite dose, mais en plus, quelle que soit la dose, le moment d'exposition est très important pour déterminer des maladies plus tard. Et en particulier les moments de bouleversement hormonaux, et en particulier la fabrication de l'embryon, du fœtus, et toute la période de l'enfance. Donc petit exemple très très concret, quand on suce une tétine en plastique pendant plusieurs heures dans une bouche à 37 degrés sur des muqueuses très fines, vous imaginez que vous avalez du plastique, et donc que vous perturbez votre système hormonal. Ça donne toute une série de maladies, qui est documenté. Alors maintenant, on a une stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens qu'on a du mal quand même à voir se concrétiser en pratique. On en est à la deuxième série de la stratégie. Comment ? Et on est les seuls au monde. On est les seuls au monde à avoir cette stratégie qui peine à arriver concrètement. Donc c'est pour ça qu'on est là, nous, pour essayer de mobiliser la population, mais aussi les soignants, les élus. Et donc les maladies, je vous les cite comme ça, d'un coup d'un seul, parce que je ne vais pas non plus être trop long. C'est des troubles... Accueillir ensuite des associations de victimes et on poursuivra voilà. Je termine. La discussion. J'en ai pour une seconde. Donc, on voit de plus en plus de troubles de la reproduction qui sont liés à ce facteur de risque que sont les perturbateurs endocriniens. Maintenant, vous avez un couple sur 4, 5, 6 qui est en difficulté pour procréer, des pubertés précoces, les fausses couches et les prématurités, des malformations congénitales, les troubles du neurodéveloppement dont a parlé Pierre Michel, des diabètes, des obésités et des troubles thyroïdiens. On a toujours dit, le diabète et l'obésité, moi j'ai appris ça, on apprend toujours ça en médecine. C'est le sucre, c'est la sédentarité. Eh bien, les perturbateurs endocriniens, en perturbant le système pancréatique, va faciliter aussi des surpoids et des diabètes. Et puis enfin, les cancers hormonodépendants, prostate et sein en particulier. Je termine. La Société mondiale d'endocrinologie, une société savante, c'est 18 000 chercheurs, finaliste dit en disant « Il n'existe plus de doute quant au fait que les perturbateurs endocriniens contribuent aux maladies que je viens de citer. » Et donc je terminerai en disant une citation de Jean Rostand, le fils d'Edmond. « L'obligation de subir nous donne le droit de savoir, et ma citation à moi, c'est « Le droit de savoir nous donne le devoir d'agir. » Merci. Merci à vous. On vous retrouve tout à l'heure pour nous parler en deuxième partie des ordonnances vertes. Voilà. Je ne suis pas sûre de me sentir très bien, moi. Ah ouais, la deuxième partie va nous donner les alternatives, ça va nous faire du bien. Donc Franck, peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter Une petite présentation peut-être rapide. Déjà, merci beaucoup de nous avoir conviés ici aujourd'hui. Alors, je suis porte-parole de l'association Avenir Santé Environnement, dont vous avez peut-être entendu parler autour de La Rochelle,
qui est une association de parents qui a été créée en 2018 suite à l'apparition d'une surincidence de cancer pédiatrique, notamment sur la commune de Saint-Rogatien, où on a constaté une surincidence 4,5 fois supérieure au reste du département sur la tranche des 0-24 ans. Et donc cette association de parents a commencé à travailler en s'intéressant aux facteurs environnementaux qui pouvaient aggraver ou déclencher des pathologies. Et on s'est mis en tête de lutter contre tout type de pollution subie due à l'environnement. Donc on a lutté contre des pollutions industrielles. Est-ce que vous avez constaté à un moment donné qu'il y avait énormément d'enfants Énormément d'enfants. Alors plusieurs enfants qui... pour comprendre, c'est le CHU de Poitiers qui a déclenché l'alerte en voyant encore un enfant qui arrivait de la même commune. Et donc qui a demandé au registre des cancers de Poitou-Charentes, en partenariat avec la Ligue contre le cancer de Charente-Maritime, une étude épidémiologique. Et c'est cette étude épidémiologique qui a été la base de notre mobilisation, puisque les parents ont tous fait le même constat, c'est-à-dire que les médecins dans les CHU nous expliquent que l'environnement est un déterminant de la santé, et que ce à quoi on est soumis dans notre vie de tous les jours peut aggraver ou déclencher ces pathologies-là. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler, on a lutté contre des pollutions industrielles et on a un très gros dossier chez nous puisqu'on vit sur la plaine d'Aunis, qui est une plaine céréalière, et où on a beaucoup de données, notamment sur l'impact des pesticides sur les milieux. Et on a commencé avec des études sur la qualité de l'air en 2019, puisque Atmo, dont parlait Sylvie tout à l'heure, a rendu des conclusions où on a mis en évidence la présence de 33 molécules présentes dans l'air, et des taux d'herbicides qui étaient 7 fois supérieurs aux autres points que vous avez vus sur la carte tout à l'heure. Et on a eu une étude comparative qui est arrivée en 2021 où on a constaté une hausse du nombre de molécules puisqu'on est passé à 41 molécules de pesticides et un taux record de France d'herbicides, notamment en prosulfocarbe, qui est un herbicide de grande culture. Et il faut savoir que le capteur est toujours situé au même endroit. Il est à 30 mètres de la porte de l'école de la commune de Montroy, à 200 mètres des premières cultures. Donc on est vraiment au centre-bourg et les études sont faites d'année en année, on compare justement, et donc voilà, pour nous ça a été déjà révélateur de ce qu'on pouvait respirer de façon générale. Donc cette première étape finalement était une étape de constat, de mettre en évidence de constat, oui, cette pollution. Puisque étant une petite association, nous n'avions pas beaucoup de moyens, donc on a commencé à regarder ce qui se faisait sur le territoire, et l'agglomération de La Rochelle a demandé ces études sur les pesticides, puisqu'on avait cette surincidence de cancer pédiatrique. Mais ces études sur les pesticides ne sont pas une obligation pour les collectivités de les financer. Donc nous, on a de la chance d'avoir une collectivité qui a été volontariste sur le sujet. Et le constat qu'on en fait, c'est que sur cette liste de 41 molécules en 2021, on voit des molécules interdites depuis des années, mais qui par effet de rémanence remontent dans l'air quand on laboure les sols ou autres, ou quand on les met en contact avec d'autres molécules. Et on a des cancérigènes, des mutagènes, des reprotoxiques. Voilà, donc on a un effet cocktail déjà assez condensé dans l'air. Et nous, ce qui nous inquiétait, c'était de voir justement ces produits cancérigènes présents dans l'air à côté d'une commune où on a une surincidence de cancer pédiatrique. Donc on a eu cette étude sur la qualité de l'air, et puis après on a assuré une veille sur la qualité de l'eau. Et on a porté plainte avec Nature Environnement 17, donc la branche de FNE de Charente-Maritime, pour une pollution d'un point de captage de l'agglomération, où on a constaté, donc les relevés faisaient état de 130 fois la norme de qualité dépassée en chlortoluron, qui est un herbicide mutagène reprotoxique, si mes souvenirs sont bons. Voilà, donc nous, ça a été aussi une grosse alerte, puisqu'on s'est dit qu'on avait déjà un milieu, c'était l'air qui était relativement impacté par les pesticides. Là, on avait de l'eau, donc on s'est rendu compte que cette eau-là a été distribuée à 3500 foyers pendant 12 jours avant que l'ARS fasse fermer le point de captage. En parallèle, on a assuré une veille aussi sur l'eau potable de La Rochelle, et on s'est rendu compte... Alors, il faut comprendre que tout le nord Charente-Maritime est alimenté par 2 usines de dépollution qui se situent sur la Charente, qui est un des fleuves les plus pollués de France. Donc on dépollue pour envoyer de l'eau propre, puisque les nappes phréatiques qu'on a sous nos pieds sont contaminées déjà aux pesticides et aux nitrates. Et en période de sécheresse, on se rend compte que le fleuve Charente condense les pollutions et qu'on n'arrive plus à dépolluer, et qu'on retrouve justement des fongicides de la vigne qui viennent de Cognac, enfin du Cognacet, dans l'eau potable de La Rochelle. Donc on avait l'air, on avait l'eau, on a en parallèle des riverains qui ont décidé de financer eux-mêmes des tests sur les potagers.
Et on s'est rendu compte qu'on a constaté des taux de chlortoluron aussi et de prosulfocarbe, alors que ce sont des potagers qui étaient cultivés de façon bio, enfin des potagers de particuliers. Et ce qui nous manquait, c'était de la donnée sur l'humain. Et vous avez peut-être entendu qu'au mois d'octobre, on a fait la une un peu des journaux, puisqu'on a financé une étude sur les cheveux et les urines de 72 enfants du territoire. Donc on a appelé ça le projet NEXT pour nos enfants exposés aux toxiques. Puisqu'en fait, quand on a une surincidence de cancer pédiatrique, il faut comprendre que les agences sanitaires, notamment Santé publique France et l'ARS, viennent distribuer des questionnaires aux familles. C'est uniquement ce qui a été fait dans notre cas, pour essayer de voir quelles sont les habitudes de consommation des gens, dans quel environnement direct ils évoluent, est-ce qu'il y a des peintures au plomb dans leur maison ou autre. Et ils ont émis un avis comme ils font partout en France, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un facteur commun pouvant expliquer la surincidence de cancer. Et donc du coup, l'enquête se clôture à ce moment-là. Mais il n'y a aucune enquête qui est faite en santé environnementale. Malgré une surincidence, on ne fait rien, Malgré aucune une recherche. Surincidence et l'alerte quand même du CHU de Poitiers, ce qui n'était pas rien au départ. Il y a une enquête lancée, mais elle se conclut très rapidement par aucun facteur commun. Et donc on s'arrête là. Et on est laissé, nous, en tant que parents, avec nos enfants malades, avec d'autres cas qui apparaissent dans les communes limitrophes, et avec une ARS qui ne fait rien, concrètement. Donc pour comprendre un peu sur notre territoire, les études épidémiologiques sont financées par la Ligue contre le cancer, donc, qui est une association. Les études de la qualité de l'air sont financées par l'agglomération de La Rochelle, et ce n'est pas une obligation, mais l'agglo a décidé de le faire. Et ce qui manquait, c'était l'étude sur les enfants, puisque nous, c'est le cœur de notre mobilisation, et nous, on a fait financer ces études, mais l'État n'a rien financé en recherche en santé environnementale, il ne s'est rien passé de la part de l'État. Et donc notre étude, voilà, on a financé ces tests sur 72 enfants. On a fait ça au printemps de l'année dernière, urine et cheveux, et on a eu les résultats qui ont été publiés, donc nos amis sont venus les décrypter avec nous, et on a constaté la présence de 45 molécules dans les cheveux et 14 dans les urines des enfants. On a trouvé des pesticides agricoles, mais pas que, aussi des pesticides domestiques, et aussi des pesticides vétérinaires, mais la majorité étaient des pesticides agricoles. Et ce qui est relativement intéressant pour nous, mais aussi effrayant, c'est qu'on a constaté que des molécules interdites depuis des dizaines d'années, tu parlais de POP tout à l'heure, je pense aussi, voilà, sur des tests, on avait de la dieldrine qui est interdite depuis les années 70, ça a contaminé des enfants qui ont entre 3 et 17 ans sur notre territoire, alors que cette molécule est interdite depuis les années 70. On a constaté la présence d'atrazine, de lindane, et puis toutes les molécules qui sont autorisées aujourd'hui. Et on a mis en évidence les failles de la réglementation, c'est-à-dire que à aucun moment on va rechercher dans l'environnement les molécules qui sont interdites et présentes pour voir la synergie qui se fait entre ces molécules interdites et celles qui bénéficient d'AMM à ce moment-là. Et donc l'effet cocktail déjà des molécules interdites pour lesquelles on a prouvé des effets cancérogènes certains se conjugue avec les molécules autorisées. Et on n'a aucune connaissance là-dessus, sur ce fameux cocktail. Voilà. Donc on va donner la parole à Denis, mais je voulais juste une petite question. Est-ce que les acteurs se sont mobilisés un petit peu autour de vous sur le territoire? Est-ce que ceux qui sont à l'origine un peu de ces pollutions, est-ce qu'il y a eu une remise en question des pratiques autour de vous ou pas du tout? Alors là où c'est compliqué, je voulais juste terminer sur la fin de l'étude. Quand on a publié ces résultats-là, c'est le préfet qui nous a reçus. Alors ça faisait des années, mais on avait d'autres préfets, mais on avait énormément de mal à le rencontrer. Et là, c'est le préfet qui nous a réunis avec les parlementaires, avec les maires des communes, avec Santé publique France, avec l'ARS. Et il a ordonné la saisine de la CNDP, la Commission nationale du débat public, pour essayer de mettre un cadre, une mission d'information pour essayer de lancer de la recherche, mais du côté de l'État. Donc ça a été notre petite victoire. Du côté de l'État, c'est celle-là. Et après, du côté du monde agricole, en fait, nous, on a toujours été clairs sur les revendications des riverains et des parents qui nous accompagnent. C'est-à-dire que pour nous, l'agriculteur, je dis bien l'agriculteur, je ne parle pas des corporations, l'agriculteur n'est pas responsable. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est tout à fait vrai. Les produits bénéficient d'autorisation de mise sur le marché, et nous, ce qu'on en entend, c'est mais les produits sont autorisés. Pourquoi est-ce qu'ils seraient dangereux, ces produits-là? Il pourrait y avoir, au-delà de la législation, une prise de conscience. La prise de conscience,
Je pense qu'ils sont pas. Enfin, voilà, ils savent aussi quelle est la qualité des produits qu'ils utilisent, mais ils sont dans un système, notamment chez nous, où il faut comprendre qu'entre La Rochelle et Niort, on a des plaines céréalières où on a une grosse partie de ce qui est produit qui part aussi à l'export. On a aussi des corporations financières qui mettent une certaine pression économique. Et je pense que ce système-là est compliqué à remettre oui, en question. Bouger, il y a des enjeux économiques et on a parlé tout à l'heure des organisations agricoles. Ce que nous ne pouvons plus entendre de la part des corporations économiques, c'est que les impératifs de production et d'exportation ne doivent plus primer sur la santé publique. C'est-à-dire qu'on doit trouver un moyen de faire prendre conscience aux gens que la santé, notamment celle de nos enfants, et nous on se bat, nos enfants étaient malades, mon fils était malade, mais c'est pas pour lui que je me bats, c'est pour ceux qui viendront après. Parce que nous, c'est déjà fait, en fait. Oui. Donc, le monde agricole... oui. Ouais, je crois Je disais juste le monde agricole. Les agriculteurs, on arrive à discuter avec eux. Les corporations, notamment les syndicats qui défendent justement cette agriculture productiviste, c'est très compliqué. D'accord. Voilà, merci. Ça rejoint les propos de Giovanni tout à l'heure. Alors Denis Benoît, merci de nous avoir rejoints. Est-ce que vous voulez nous raconter un petit peu votre histoire? Donc vous aussi, vous êtes membre d'une association des victimes des pesticides de l'Ouest. Oui, je vais me mettre debout, c'est important pour moi symboliquement. Je vous en prie. Parce qu'effectivement, moi je suis aussi victime des pesticides. J'ai travaillé en début de carrière, à la sortie de mes études agricoles, 10 ans en arboriculture, comme salarié. Et j'ai utilisé des produits qui sont aujourd'hui reconnus cancérigènes et interdits, le D6, le gusation, tout ça c'est des insecticides, des hormones de croissance aussi, l'alar qui est interdit, reconnu cancérigène. Voilà, pour vous dire que je sentais en fait cette toxicité malgré un enseignement agricole qui disait non mais les pesticides effectivement c'est une question de dosage et puis une question de bien les utiliser et de toute façon on ne peut pas s'en passer. Voilà, tout ce discours ambiant dans nos études agricoles, on les a bien eus. Même dans les années 80, lorsqu'on parlait du bio, on avait déjà le prof de phytotechnique qui souriait. C'était bon, voilà, fallait mieux pas trop se faire voir à ce niveau-là. Voilà. Donc, voilà, moi, à la sortie de mes études, j'ai voulu travailler. Les arbres m'intéressaient, donc je me suis lancé comme salarié agricole et j'ai utilisé beaucoup de pesticides. Au bout de 10 ans, j'ai senti les effets dans mon corps. J'avais de la fièvre le soir après avoir fait des traitements, bien que mettant le masque pour faire les mélanges dans les cuves, mais enlevant en pleine chaleur parce que on ne peut pas respirer. Donc, du coup, au bout de 10 ans, j'ai arrêté le métier de salarié agricole en arboriculture et je me suis installé en apiculture en pensant que j'allais pouvoir échapper aux pesticides. Bon, voilà, tout le monde connaît l'histoire. Après 15 ans d'apiculture, j'ai arrêté l'apiculture parce que des mortalités trop fortes et économiquement plus viables. J'avais quand même 4 enfants qui rentraient aux études et voilà, il fallait assumer. Donc j'ai fini ma carrière comme chauffeur de bus, travaillant de nuit parce que la ville je supporte pas trop. Donc sachant que effectivement c'est aussi un effet multifactoriel, c'est-à-dire que travailler de nuit c'est aussi cancérigène. Et donc en 2019, voilà, cancer de la prostate. Et là, je me suis senti plus capable de faire mon travail de chauffeur de bus parce que j'avais des troubles de l'attention aussi. Et voilà, donc j'ai réussi à me faire licencier avec la médecine du travail licencié pour inaptitude. Voilà. Ouais. Et du coup, je me suis ablation de la prostate. 2 ans après, radiothérapie, hormonothérapie. J'ai fait donc une demande de reconnaissance maladie
en rencontrant l'association du collectif soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest lors d'une conférence qui avait lieu dans mon département, dans ma commune, à cause d'un problème de métamsodium qui avait intoxiqué la population, métamsodium utilisé par les maraîchers nantais. Et donc voilà, j'ai connu cette association-là, et c'est là que j'ai connu que je pouvais me faire reconnaître en maladie professionnelle. Et je reviens sur ce que tu as dit, Giovanni, comme quoi ce sont des maladies qui sont au tableau des maladies professionnelles et qui sont obligatoires et que la reconnaissance devrait être automatique. Eh bien, pas du tout. En fait, la MSA n'est pas tenue d'informer ses adhérents qui peuvent se faire reconnaître en maladie professionnelle pour les maladies qui sont au tableau. Et même nous ayant discuté avec eux, avec la direction de MSA Maine-et-Loire, ils nous ont dit que le code rural ne leur permettait pas d'informer les gens qui étaient atteints de ces maladies-là. Voilà. Donc là, il y a quand même une faille à ce niveau-là, au niveau politique. Il faudrait pouvoir changer ça. En tous les cas, maintenant, je fais partie du collectif soutien aux victimes des pesticides et je vais dans les campagnes du Maine-et-Loire pour aider les gens à faire leur dossier, parce que là, c'est encore un parcours du combattant. Il faut arriver à comprendre les courriers qui sont envoyés et puis aussi démarrer la démarche qui administrativement n'est pas facile. Et de plus, quand vous savez que vous avez votre maladie à gérer, eh bien, c'est d'autant moins facile. Donc je rencontre des gens qui ont Parkinson, je rencontre aussi les aidants, en fait, parce que c'est une maladie qui impacte beaucoup la vie de famille. Et donc le collectif de soutien des victimes de pesticides nous aide beaucoup à tenir la marée, quoi, on va dire. Et voilà, je ne sais plus trop quoi dire. Non, c'est très bien. Merci pour ce témoignage. Je crois que vous êtes de l'eau, de toute façon, et on va pouvoir aller discuter avec vous pendant la pause. Voilà. On va prendre quelques questions. Voilà, on peut applaudir. Oui, bonjour. Bonjour. Ma question, elle peut être multiple, mais je vais la résumer en 2 ou 3 mots. Ce que le docteur a annoncé, c'est que ce que j'ai bien compris, c'est qu'il n'y avait absolument pas de preuves suffisamment fortes pour éventuellement ouvrir un procès pour démonter ce scandale de mensonge, quoi. Donc, la deuxième chose, c'est que concernant la FNSEA a été extrêmement habile, puisque pour faire chuter le bio, elle a créé sa haute valeur environnementale qui s'appelle le HVE, et ça c'est un vrai... Et c'est un véritable scandale, parce qu'on sait très bien que le HVE n'est qu'un tissu de mensonges, et ils ont réussi leur entreprise de démontage, puisqu'il y a beaucoup de gens bio qui ont été conduits du fait que la chute du marché a été importante. Et quand on parle à tous les gens sur ce qu'est l'alimentaire aujourd'hui, il y a tellement de mensonges, il y a tellement de confusion que changer les habitudes, moi j'entends dire oui, mais le bio, à la limite, c'est aussi empoisonné que tout le reste. Donc c'est extrêmement compliqué de modifier les comportements. Donc voilà, et je voudrais avoir la réaction des docteurs là, concernant justement les preuves qui pourraient conduire à un procès en vous reliant avec toutes les associations, toutes les informations. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir ouvrir sur un vrai scandale? Je pense que ça, assister d'un média de l'audiovisuel, ça pourrait peut-être avoir un impact plus fort sur la population. Alors, qui veut répondre à cette question? Comment faire, puisqu'en fait, ce sont des faisceaux de présomption, et comment faire en l'absence d'une preuve vraiment formelle? Alors, j'ai du mal à répondre à votre question, et je ne cacherai pas mon embarras.
Hier, avant-hier, j'étais dans un débat auprès d'étudiants avec une juriste. Et donc voilà, toute ma culture juridique à 48 heures. Donc vous allez me donner quelques circonstances atténuantes. Donc le juge, lui faut la preuve de la causalité certaine. Or, c'est pas du tout notre raisonnement. Enfin, quand je dis notre, je veux dire, c'est pas le raisonnement des scientifiques. Les scientifiques, ils n'ont jamais de causalité certaine. Ils ont un faisceau de preuves à un moment donné. Ça ne veut pas dire qu'on n'en fait rien. Attendez, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut rien faire. Hein. Je suis en train de dire que ce n'est pas le raisonnement des scientifiques. Ils ne vont pas dire qu'il y a une causalité certaine entre ça et ça. Donc déjà, le raisonnement scientifique, il a un peu de mal à rentrer dans le raisonnement juridique. On a des grilles d'analyse de la causalité en santé environnementale. En gros, c'est très simple, hein, ça consiste à croiser différentes données, des données épidémiologiques, des données toxicologiques, des preuves expérimentales sur l'animal, et puis des données de mécanismes d'action. Quand vous voyez qu'il y a un mécanisme... Donc voilà, quand on croise ces trois données-là, on a un faisceau de preuves qui dit que. Mais ça, c'est pas sûr que ça passe devant le juge. Donc, ce que j'ai compris, moi, du fonctionnement actuel des associations, c'est qu'elle s'oriente plutôt, par exemple pour la coalition secret toxique, on s'oriente plutôt, on va fixer on prend un angle d'attaque qui est le fait que pour un produit, là il s'agit du glyphosate, la réglementation n'a pas été respectée. Et on espère que, et même comme ça, moi j'ai participé, alors une toute petite partie du texte sur le recours, la partie analyse des données scientifiques. Eh bien, je me suis heurté exactement à ce problème-là. C'est-à-dire que moi, mon analyse était uniquement un faisceau d'arguments et l'avocate me disait non, mais attends, là, le juge, il ne peut pas entendre ça, il va falloir le... Je dis oui, mais moi, je ne peux pas bouger la réalité. Enfin, voilà. Donc, même en accent sur en essayant de taper sur un seul clou, on a un peu de mal en justice. Et actuellement, on ne peut pas vous cacher qu'on a du mal en justice. Voilà. Alors peut-être quelqu'un veut compléter. Voilà. Je voulais juste compléter par un exemple. Le chlordécone dont on a parlé, où il y a donc les deux îles Martinique-Guadeloupe qui sont complètement polluées, qui ont un record de prostate, dont la cause chlordécone est mondialement reconnue. Il y a tous les éléments. Eh bien, 2023, il y a eu le juge d'instruction qui a ordonné un non-lieu. Alors il y a un appel par les associations de victimes sur ce non-lieu, mais voyez là le niveau de difficulté auquel on se heurte, et qu'il y a des gens qui, eux, ne restent pas inactifs, bien sûr, pour continuer de défendre ce système mortifère qui laisse passer tous ces produits au travers des grilles d'évaluation. Ce que disait Pierre Michel et qu'on continue d'essayer de faire, ce que les faucheurs volontaires ont réussi à faire montrer dans un cas avec une ordonnance de la Cour de justice européenne. Pourtant, c'est pas rien. La Cour de justice européenne a dit oui, les pesticides doivent être évalués dans leur entièreté, toutes les molécules, effets cocktail compris, toxicité à long terme. Ce n'est pas fait, donc ça ne respecte pas la réglementation européenne. Eh bien, qui n'est pas si mal que ça. Elle a des trous, mais déjà, si elle était appliquée, ce serait un énorme progrès. Il y aurait énormément de produits interdits. Mais même ça, on n'y arrive pas. Et c'est là-dessus qu'on se bat. Alors, peut-être un petit complément avec Giovanni, et puis ensuite Denis Benoît qui voudra compléter. On va essayer d'aller assez vite pour pouvoir prendre d'autres questions. Ok. Non, juste sur la question de la preuve scientifique, je pense qu'il faut pas attendre de la science qu'elle donne des preuves pour pouvoir agir. Je pense que l'état des connaissances scientifiques aujourd'hui, que ce soit au niveau, là on a parlé de santé, mais au niveau environnemental, il est largement suffisant pour décider de changer de système et d'agir. Moi, j'ai récemment interrogé un ancien salarié de Greenpeace qui avait contribué à faire les rapports que je vous ai montrés dans les années 80. Et je lui parlais un petit peu de son activité scientifique. Il me disait, mais faut pas attendre de la science qu'elle change les choses, que ce soit en procès. Il ne faut pas attendre des procès qui changent les choses non plus. Parce que les procès... Alors là, je pense qu'il faut distinguer les procès pénaux, les procès en responsabilité civile, les procès administratifs, qui sont des choses où les régimes de causalité sont assez différents. La question de la place de la science dedans est assez différente. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'histoire sur le temps long des mobilisations anti-pesticides, qui ont 50 ans, elles sont presque aussi anciennes que l'utilisation des pesticides, montre que ce n'est pas les données scientifiques
ou les actions en justice qui changent les choses, c'est les décisions politiques. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est voter, en fait. C'est voter pour les bonnes personnes. Ce qu'on se voit aux États-Unis en ce moment, c'est que quand on vote pour les mauvaises personnes, ça va très très vite dans le mauvais sens. Et si on vote pour les bonnes personnes, ça peut aller aussi très vite dans le bon sens. Après, ça ne veut pas dire que la science ou les procès ne servent à rien. Mais par exemple, les procès, comme dit Sylvie, si on appliquait déjà... Aujourd'hui, on fait des procès et ça mobilise des avocats, des juristes, des scientifiques pour faire appliquer le droit. C'est juste pour faire appliquer le droit. Mais en fait, il faut les voir, les procès ou les publications scientifiques, comme des leviers pour intéresser les médias, pour sensibiliser. Mais en fait, les données scientifiques dont on a besoin pour justifier des mesures politiques de changement, elles sont déjà là. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Juste un petit complément, puis on prend la question juste suivante. Un petit complément par rapport au HVE. Moi, dans mon village, il y a un Intermarché, il y a une publicité, vous savez, aux entrées des caisses, maintenant ils nous mettent des publicités avec un grand écran, et c'est marqué le HVE, le plus haut niveau de certification en France. Eh bien là, je crois qu'il y a peut-être matière à porter plainte, comme pour le bio de Danone, parce que le bio certificat, c'est plutôt la bio, donc voilà. Moi, je veux bien commencer, puisqu'il faut agir, faire une action là-dessus, c'est possible, à mon avis. Eh bien, voilà une piste. Une question suivante ? J'avais une question concernant l'enseignement agricole. Vous témoignez du mépris affiché pour la bio par le prof de phytotechnique. Est-ce qu'il n'y a pas une réforme profonde à dire si on enseigne l'usage de ces produits-là, en même temps on enseigne les risques pris quand on utilise ces produits-là. Donc qui parmi vous a déjà eu l'occasion de pouvoir intervenir dans les lycées agricoles, dont on sait qu'ils sont aussi très largement sous la coupe de la FNSEA. On a un lycée agricole à Mel, il y a eu plusieurs scandales où on s'aperçoit à quel point la FNSEA interfère dans le contenu pédagogique, et on peut aussi imaginer qu'aux plus hautes sphères et au niveau du ministère, les lobbies opèrent à plein pour que ce que vous enseignez là ne soit pas diffusé. Donc je pense que c'est un levier essentiel. Et puis typiquement, on parlait tout à l'heure des perturbateurs endocriniens, c'est le moment où on est confronté, c'est pas la dose qui fait la toxicité, c'est le moment de... Et là typiquement, c'est des gamins qui sont en pleine adolescence, qui sont en pleine modification hormonale, donc c'est vraiment une période clé. Donc quid de l'enseignement agricole, et quelles clés, comment forcer ces endroits-là dont on sait que ce sont des forteresses de la FNSEA et des lobbies agro-industriels. Alors, c'était... On va répondre à votre commentaire, mais je propose qu'on prenne peut-être la troisième question. Alors, il y en a encore deux. Oui. Si, il y aura un débat, mais on a ensuite une autre table ronde et on va poursuivre ensuite. Voilà, il y a un petit. Il y a un certain temps, on a vu des enfants qui naissaient sans main et sans bras. Vous avez des infos là-dessus, je suppose que c'est lié à tout ça. Oui. Et une info aussi, au Canada, 15 jours ou 3 semaines avant la récolte, ils arrosent les céréales, le soja, de pesticides pour qu'au moment de la récolte, ils soient tous mûrs en même temps. Et ce soja, il va venir chez nous un de ces jours. Donc voilà, et puis un autre truc, soja. Et pourquoi quand un produit est interdit aux USA ou dans un autre pays, c'est signe qu'il n'est pas bon? Pourquoi les autres pays ne font pas une étude et le mettent sous réserve le temps de l'étude? C'est la mafia des gros groupes, quoi. Alors on va continuer. Oui. Peut-être, voilà, là-bas. C'est pas tellement une réaction, c'est une question, c'est une réaction à la question de tout à l'heure sur les recours en justice. Il faut savoir faire un pas de côté. C'est-à-dire qu'effectivement, on aura du mal, et Pierre-Louis l'a dit, Giovanni l'a dit, on aura du mal avec des données scientifiques à gagner des procès. En revanche, et ça fait peut-être le tuilage avec la table ronde d'après, on a aujourd'hui suffisamment d'éléments qui montrent que des alternatives efficaces existent. Et donc on a, dans la Constitution européenne, dans la Constitution de ce pays, un principe qui s'appelle le principe de précaution. Et donc c'est ça qu'on doit convoquer, c'est-à-dire en faisant la démonstration que les logiques basées sur l'agronomie, que les logiques basées sur l'agroécologie sont au moins efficaces, que ce seront les seuls à tenir la souveraineté alimentaire de demain.
font la démonstration qu'on n'a plus besoin de ces molécules de synthèse, qu'elles soient pesticides ou engrais de synthèse, et que donc on doit convoquer le principe de précaution à la lumière de ces alternatives qui existent. Et donc, c'est ça qu'on doit jouer. Et donc, je suis désolé, mais c'est par les élus qu'on y arrive, parce que c'est les élus qui peuvent faire basculer ce principe-là. C'est les élus qui peuvent convoquer le principe de précaution. Et pour répondre à Julien sur l'enseignement agricole, un petit rappel, c'est qu'entre 2004 et 2015, dans cette région, on a eu une gouvernance de gauche. Et pendant cette période-là de presque 10 ans, eh bien, les lycées agricoles n'étaient plus pilotés par la FNSEA, mais par les élus de la région. Et c'est à cette occasion-là que les 14 lycées agricoles de Poitou-Charentes ont tous vu arriver un atelier bio sur les fermes des lycées agricoles. Donc c'est bien la preuve que le pouvoir, il est chez les élus, et que je vous invite à pas vous tromper de bulletin de vote quand vous êtes convoqués aux urnes. Donc... Ça, c'était Benoît Biteau, qu'on retrouvera tout à l'heure pour la conclusion, député à l'Assemblée nationale. Et donc, je vous propose qu'on arrête là. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. On va poursuivre. Hein. De toute façon, on a toute la soirée pour poursuivre cette discussion. Et ce serait bien que les autres intervenants aient un petit peu de temps. Puis vous allez pouvoir retrouver toutes les assos pendant la pause.